face-à-face. À quoi s'attendre ce soir? C'est tellement important ce face-à-face parce que chaque chef joue possiblement sa carrière politique. L'enjeu est énorme. Mario Dumont. Ce soir, c'est pas seulement l'issue de l'élection au Québec qui se joue, mais chaque siège compte. C'est peut-être le prochain premier ministre du Canada qu'on décide au Québec ce soir. Je vous rappelle 2 heures, Pierre Bruno, dans un instant, va vous expliquer en détail la formule qui est simple au fond. Direct en alternance. Je vous le rappelle, c'est le dernier débat. Bien sûr, encore plus d'importance compte tenu en ce moment. Donc, place au face-à-face. Mesdames, Messieurs, voici Pierre Bruno. En direct des studios de TVA, bienvenue au Face-à-Face 2015. Ce soir, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Stephen Harper, le chef du nouveau Parti démocratique, M. Thomas Mulcair, le chef du Parti libéral du Canada, M. Justin Trudeau, et le chef du Bloc québécois, M. Gilles Duceppe. Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Pierre Bruno. Bienvenue au Face-à-Face 2015. Au cours des 2 prochaines heures, les chefs de 4 formations politiques vont débattre des principaux enjeux de la campagne électorale. Messieurs, bonsoir. 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 Bienvenue. Est-il nécessaire de vous rappeler que ce face-à-face de ce soir est la dernière occasion que vous avez de confronter vos opinions avec celles de vos adversaires sur un même plateau avant l'élection du 19 octobre prochain? Alors, les règles du jeu sont les suivantes. 3 thèmes ont été retenus, seront débattus dans l'ordre: l'économie et les finances publiques, la sécurité et le Canada dans le monde, et les politiques sociales, de même que la gouvernance. Sur chacun des thèmes, il y aura confrontation 1 à 1, il y aura période libre, où ensemble vous pourrez débattre, échanger. L'ordre a été déterminé par un tirage au sort. Tous les face-à-face, toutes les périodes de débat seront lancées par une question que je vais adresser à l'un d'entre vous. Je me réserve le droit d'interrompre ou d'intervenir si vous ne répondez pas à la question. Et on évite la cacophonie. Messieurs, bon face-à-face. Premier échange sur l'économie et les finances publiques, M. Mulcair et M. Trudeau. M. Mulcair, vous avez pris des engagements de plusieurs milliards de dollars. Vous promettez de ne pas faire de déficit. Est-ce que ça veut dire que vous devrez augmenter taxes et impôts? Merci de la question. Notre vision des choses, c'est justement si on veut bâtir pour l'avenir, il faut que ce soit sur une fondation solide. Donc, par exemple, on va éliminer certains des cadeaux consentis par les libéraux et les conservateurs aux grandes entreprises. Ils ont réduit leurs impôts à la hauteur de 50 milliards de dollars. On veut que ces grandes entreprises commencent à payer leur juste part. M. Harper a un plan pour le fractionnement de revenus qui ne va bénéficier qu'à 15 % de la population, dont les familles les plus riches. Donc, on va l'éliminer, cela. Et moi, je n'accepte pas que dans une société aussi riche que le Canada, qu'il y ait des centaines de milliers d'enfants qui vont à l'école le matin sans avoir mangé. Alors, on va éliminer un échappatoire fiscal pour les options d'achat d'actions. Puis on va prendre cet argent-là, on va le consacrer pour éliminer la pauvreté chez les enfants et dans leur famille. Monsieur Trudeau? Monsieur Mulcair, vous avez fait les mauvais choix. Vous avez choisi d'équilibrer le budget de M. Harper à tout prix, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas investir maintenant dans l'aide dont les Canadiens et les Québécois ont besoin. Nous avons fait un autre choix. Nous allons faire 3 modestes déficits pour pouvoir justement donner de l'aide aux enfants, pour sortir 315 000 jeunes de la pauvreté, pour augmenter les impôts sur les 1 % les plus riches, pour les baisser pour la classe moyenne et surtout pour investir des 60 milliards de dollars dans nos infrastructures à travers le pays, parce qu'on le sait très bien, au Québec, on a besoin d'investir. On a toujours dit que les actions parlent plus fort que les paroles. Alors, moi, je vais me permettre de vous dire, vous parlez des budgets de M. Harper. Vous avez appuyé, en votant pour, vous avez voté pour plusieurs des budgets de M. Harper. Je peux vous assurer que je n'ai jamais voté pour un budget de M. Harper. Vous avez appuyé M. Harper pour le projet de loi 551, la plus grande attaque contre les droits et libertés au Canada depuis que les libéraux ont imposé la loi sur les mesures de guerre en 1970. Vous l'avez appuyé sur Keystone. Vous avez les mêmes politiques au niveau économique
sociale et environnementale. Monsieur Nous, Mulcair. on va contre M. Harper, on veut le battre et le remplacer. Monsieur Mulcair, sur l'enjeu qui est tellement important pour les Canadiens, l'économie, malgré l'échec total du plan fiscal de M. Harper, vous avez choisi d'équilibrer son budget, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas investir dans les familles. Vous ne pouvez pas donner des baisses d'impôts à ceux qui en ont besoin. Vous n'avez pas la capacité de donner immédiatement l'aide à nos municipalités et à nos régions dont on a besoin. Vous allez passer beaucoup de temps, je sais, ce soir, à essayer de détourner la conversation, de m'attaquer directement. La réalité, vous n'avez pas de plan pour investir maintenant. En fait, M. Trudeau, personne ne vous attaque personnellement. C'est une simple réalité vérifiable que vous avez voté pour les budgets de M. Harper. Vous avez voté pour un de ces budgets lorsqu'il a éliminé l'équité salariale pour les femmes. On parle de la prochaine élection. Je veux revenir, M. Trudeau. Vous dites quand même, et je vous reprends, vous avez parlé de déficit jusqu'à 10 milliards, déficit modeste. Oui. Vous trouvez que c'est modeste, 10 milliards? On est dans une situation où les impôts, les taux d'intérêt sont à un niveau historiquement bas. On est à un niveau où l'économie est en panne, on le sait très bien. On est à un niveau où notre ratio PIB versus dette est extrêmement en santé, est basse et en train de baisser encore plus. C'est un moment pour investir parce que les Canadiens cherchent des emplois. Si maintenant, M. Mulcair, n'est pas le temps pour investir dans notre avenir, alors ce serait quand? Tous les économistes bon moment pour miser sur notre avenir, pour réparer nos infrastructures, pour créer du transport collectif, pour donner du logement social, mais vous ne voulez pas le faire, vous repoussez pendant des années. Il y a une chose qu'on ne fait pas, vous avez raison. Nous, on ne va pas équilibrer vos cadeaux aux grandes entreprises sur le dos des générations futures. Nous, on va investir dans des domaines qui sont importants pour le Québec. L'industrie forestière, l'aérospatiale. On a proposé des choses très concrètes là-dessus. Vous appuyez, vous votez pour les budgets de M. Harper. Moi, je n'ai jamais fait ça. Voilà qui complète le premier échange. Nous allons maintenant avec M. Duceppe et M. Harper. M. Harper, vous avez l'objectif ambitieux de créer 1 300 000 nouveaux emplois au cours d'un prochain mandat. Ambitieux parce que ça a pris 6 ans depuis la dernière récession pour créer autant d'emplois. On sait très bien que les conditions économiques actuelles ne sont pas optimales. Alors, peut-on savoir où, au pays, et dans quel secteur vous allez créer 325 000 nouveaux emplois par année? C'est vrai que nous avons créé 1,3 million de nouveaux emplois nets depuis la crise mondiale. Et c'est le meilleur bilan de création d'emplois parmi les pays du G7 à cause des bases économiques très solides. Et il n'y a pas de base économique autant solide qu'au Canada pour des années à venir. On a un plan avec des dépenses abordables et efficaces, des baisses de taxes et d'impôts et des budgets équilibrés. Et on a consulté des experts. Avec une telle politique et d'aide importante pour des secteurs, on peut créer un tel résultat. Et c'est tout à fait raisonnable. On doit avoir une cible. Ce n'est pas le gouvernement qui crée des emplois, mais le gouvernement peut créer des conditions pour la création d'emplois. C'est ce que nous faisons. À vous? Vous voyez sur ce thème de la création d'emplois? Oui, sur la création. Comment le Québec peut avoir sa juste part? Bien, avoir la juste part, ça veut dire tout au moins dans chacune des décisions que prend le gouvernement. Je pense, par exemple, aux contrats accordés pour les frégates. On a accordé des contrats à Vancouver, on en a accordé à Halifax. Les 3 parties ont applaudi pendant que Québec n'avait aucun contrat. Alors ça, je pense que ça va à l'encontre des intérêts fondamentaux du Québec. Ce que je remarque également, c'est que ces 3 parties, les 3, pigent dans la Caisse d'assurance-emploi pour leur cadre budgétaire. Et ça remet en question une entente, un rapport unanime du comité des ressources humaines en 2005. On aura l'occasion, M. Duceppe, de revenir au moment de la gouvernance sur la Caisse de cette... Mais ça concerne l'économie beaucoup. Vous avez raison, tout à fait, ça concerne l'économie aussi. Mais je veux vous entendre sur ces emplois que l'on peut créer, où et comment. Mais moi, je pense que pour créer des emplois, il faut d'abord investir. Et c'est pour ça que nous aussi, on propose un plan d'infrastructure, des infrastructures vertes. Et à 10 milliards par année. Cependant, on n'arrive pas à des déficits parce que le problème avec le fédéral, contrairement au Québec, le Québec peut prendre les infrastructures et les amortir sur 30 ans en les mettant sur la dette. Ce qui fait que nous, on n'arrive pas à des déficits, sauf pour la première année. Et je pense que M. Trudeau, qui veut également investir 10 milliards par année, aurait tout intérêt à créer l'Agence des infrastructures, faire en sorte qu'on n'ait pas des déficits de l'ordre de 10 milliards par année. M. Harper, on doit dire que nous faisons des investissements records dans l'infrastructure de notre pays. Il y a maintenant, cette année, il y a des investissements 15 fois plus grands que la dernière
année pleine du gouvernement libéral et ces montants vont augmenter. Il y aura des investissements de 24 milliards de dollars pendant la décennie à venir. Et on fait ça avec des budgets équilibrés et des baisses de taxes d'impôts. Et c'est important qu'on sait qu'on a des moyens pour vraiment faire de tels investissements. Mais M. Harper, je pense que vos politiques reposent sur le pétrole avant tout. Vous ne comprenez pas que l'environnement et l'économie, ça va ensemble. Que l'économie de l'avenir, ça repose sur l'environnement. Et vous avez financé, par exemple, les pétrolières et plus avantageuses au Canada qu'au Texas. Il faut quand même le faire. Et quand vous nous dites qu'en n'augmentant pas les impôts des grandes entreprises, celles-ci vont investir. Art Carney, que vous connaissez bien, Art Carney a dit qu'il y avait 600 milliards de dollars dans les coffres des grandes entreprises qui n'ont pas investi. Cet argent-là dort. Il faut inciter les entreprises à investir par des crédits à la recherche, mais la recherche est là dans le sens des infrastructures vertes, par exemple. M. Duceppe, M. Harper, je pense que ça termine cette deuxième étape, mais vous lancez la discussion pour la période libre, où les quatre pourront intervenir parce que notre économie a des problèmes. On n'est pas compétitif, pas assez productif, des retards en innovation, on est trop dépendant des ressources naturelles. Et M. Harper, vous avez tout misé sur le pétrole, les pipelines ne fonctionnent pas, ça ne débouche pas. Est-ce que, M. Harper, votre stratégie est toujours la bonne? M. Bruno, j'apprécie la question, mais c'est tout à fait fausse. Dans les budgets récents, si on examine notre plan d'action économique, toutes les mesures sont pour des autres secteurs que le secteur pétrolier, qui jusqu'à récemment a fait des grands gains. Maintenant, on voit des secteurs hors de ce secteur, les autres secteurs de l'économie canadienne sont en croissance à cause des investissements que nous avons faits en collaboration avec le secteur manufacturier et le secteur forestier. Et c'est la raison pour laquelle que ces secteurs appuient nos mesures. Ils s'opposent à des hausses de taxes d'impôts proposées par des autres partis et des déficits permanents. M. Mulcair. Oui, mais M. Harper, vous avez éliminé les crédits d'impôt pour les fonds des travailleurs. Vous avez haussé l'âge de la retraite de 65 à 67 pour avoir l'accès à la sécurité du revenu. Avez-vous dit ça aux Québécois et Canadiens lors des dernières élections? Qu'est-ce que vous cachez cette fois-ci, M. Harper? Vous êtes allé en Suisse faire l'annonce de l'augmentation de l'âge de la retraite. Vous ne l'avez pas annoncé à des gens qui ont travaillé fort dans les mines en Abitibi toute leur vie. M. Mulcair, vous parlez de quelque chose en 2023. Notre gouvernement a créé des comptes d'épargne libre d'impôts. Notre parti a augmenté le revenu, le supplément de revenus garanti par le plus grand montant dans un quart de siècle. On a bonifié les programmes de REER, des FER. On donne dans cette campagne, on annonce, on va donner un crédit d'impôt pour des aînés célibataires et veufs. N'importe quel gouvernement a fait comme notre gouvernement pour nos amis. Je comprends pourquoi M. Harper ne veut pas parler de l'environnement et de l'économie, parce qu'il y a tellement un mauvais bilan. Ça fait 10 ans que vous ne faites rien sur l'environnement, que vous n'avez pas compris qu'il faut bâtir une économie forte en protégeant l'environnement en même temps et en marginalisant les communautés, les Autochtones, les scientifiques qui disaient qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là de votre croissance, de votre plan pour exporter les pétroles sans écouter les objectifs environnementaux, sans faire l'analyse appropriée. Vous n'arrivez pas à rendre nos ressources vers les marchés. Vous n'avez pas pu exporter nos ressources parce que vous ne comprenez pas que les gens s'attendent à ce que ça soit fait de façon responsable. Sérieusement, M. Trudeau, notre gouvernement a le plan d'action sur la conservation le plus grand de l'histoire du pays. Nous sommes le premier gouvernement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le Parti libéral du Canada a le pire bilan de l'histoire en augmentant les émissions par 30%. Ça, c'est la différence. Moi, j'aimerais savoir, M. Harper, parce que lorsqu'on parle d'économie, on parle des grandes ententes de libre-échange. Il y en a une là qui est sur le point d'être conclue. Et je voudrais savoir si la gestion de l'offre va être préservée de façon intacte dans cette entente, comme supposément vous étiez engagé à le faire. Et j'aimerais savoir si les autres chefs refusons de voter une loi de mise en œuvre si la gestion de l'offre est attaquée. Monsieur Duceppe, notre position sur la gestion de l'offre est toujours claire. On va préserver ce système. On a préservé ça dans plusieurs ententes internationales. On va continuer et on va représenter les intérêts de tous les secteurs de l'économie canadienne. Pour le 21e siècle, on a besoin de l'accès des marchés internationaux privilégiés. Nous avons ça maintenant dans les Amériques, maintenant en Europe, et on veut avoir, si c'est dans nos intérêts, une telle entente dans la région de l'Asie. On va protéger notre système de gestion de l'offre, faire avancer nos autres intérêts. Quand vous parlez de toutes les industries
est-ce que les industries culturelles vont être exemptées, comme c'était le cas dans l'entente de libre-échange avec les États-Unis, dans l'entente avec le Mexique et les États-Unis, l'ALENA, et dans l'entente avec l'Europe? Est-ce que dans cette entente, il y a une clause qui protège les industries culturelles, l'exception culturelle? On protège toujours nos industries culturelles dans tous nos ententes. C'est notre intention de faire la même chose ici. C'est que malheureusement, même s'ils sont en train de négocier maintenant, M. Harper le fait de façon tellement secrète, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train d'être mis sur la table. On n'a pas confiance que vous êtes en train de protéger nos industries. Nous avons besoin effectivement d'échanges. Nous avons besoin de commerce international, on a besoin de protéger nos intérêts, mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas avoir confiance parce que vous n'êtes pas en train de dire qu'est-ce qui est en train d'être négocié. Regardez la réaction de la grande majorité des intervenants du Québec et aussi du Canada. Ils favorisent la conclusion d'une telle entente et ils favorisent nos efforts. Merci, M. Harper, M. Trudeau. Merci tout le monde. On passe maintenant à l'autre face-à-face, M. Harper et M. Mulcair. M. Mulcair, vous venez de dire que vous n'augmenterez pas les taxes et les impôts. Êtes-vous prêt à aller aussi loin que M. Harper qui promet une loi pour interdire toute hausse de taxes et d'impôts au cours des 4 prochaines années? Vous savez, M. Bruno, ça, en bon français, ça s'appelle un gimmick. Il est là depuis 10 ans, M. Harper. Il a fait 150 milliards de dollars de déficit, puis maintenant, il voudrait faire la leçon aux autres. Mais je ne manquerai pas l'occasion de faire comme j'ai fait par écrit à M. Harper, comme j'ai fait lors du débat à Toronto cette semaine. Il connaît la réponse à la question. Les familles, parce que ce n'est pas juste une question théorique, M. Harper. Il y a des familles qui sont sur les mêmes fermes ici au Québec. Quand j'étais ministre de l'Environnement, j'ai appris qu'il y avait des familles qui avaient les mêmes fermes depuis 3 siècles. Alors, je veux savoir de votre part, oui ou non, protection intégrale de la gestion de l'offre? Oui ou non, vous connaissez la réponse. M. Mulcair, notre position est claire. On défend toujours notre système de gestion de l'offre. C'est important pour notre économie dans des régions. C'est la raison pour laquelle on défendra tous les jours dans toutes les ententes. C'est tellement important, cette question de gestion de l'offre. On a posé une question sur les hausses de taxes et d'impôts. La réalité, M. Mulcair, et le point central de votre plateforme est une augmentation énorme des cotisations salariales des PME et des travailleurs. Par 500 $ pour un travailleur typique canadien. Faux, et c'est tout à fait vrai. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et le secteur manufacturier ont dénoncé de telles approches. Nous avons un important plan pour réduire les impôts des petites et moyennes entreprises qui, rappelons-le, créent 80% des nouveaux emplois au Canada. On va baisser leurs impôts de 11 à 9, puis on ne va pas le faire dans quelques années comme vous proposez le faire. Nous, on va commencer ça tout de suite. Ils ne sont pas trompés. Et ils propositions pour des hausses de taxes et d'impôts sont 10 fois plus grands que ces soi-disant coupeurs. Vous l'inventez? C'est une pure fabrication. Le Parti conservateur... Non, c'est une fabulation, M. Harper. Le Parti conservateur baisse des taxes et des impôts. M. Harper, on n'a proposé aucune augmentation pour... Non, on n'a proposé aucune augmentation, puis vous le savez. Les seules entreprises qui vont payer plus sont les grandes entreprises, les pétrolières, les banques, qui vont augmenter de 2 de 15 à 17. En ce moment, ils sont à 15. On va les monter à 17, ce qui va être en dessous de la moyenne pour vous. Vous avez donné 50 milliards de cadeaux à ces grandes entreprises-là, puis le résultat, 300 000 chômeurs de plus aujourd'hui que lorsque la crise a frappé en 2008. Pendant que vous étiez au pouvoir, 400 000 bons emplois perdus dans le secteur manufacturier, remplacés avec des emplois précaires, mal payés, temps partiel. Ça, c'est votre bilan, M. Harper. M. Mulcair, c'est la même chanson toujours pour NPD. Il va hausser les taxes et les impôts pour équilibrer le budget. Non, M. Harper, on va se débarrasser d'un gouvernement qui ne protège pas les familles qui travaillent sur nos fermes, qui ne protège pas les bons emplois manufacturiers. Qu'on va perdre 250 000 d'emplois avec des hausses de taxes et d'impôts que vous proposez. Faux. Et ce que vous avez fait, c'est de créer le pire qualité d'emploi depuis une génération. Une économie instable mondiale, de préserver nos baisses de taxes et d'impôts et de ne pas avoir de telles hausses de taxes et d'impôts. Je me permets une relance, messieurs, tous les deux. M. Harper, vous vous vantez de baisser les taxes et les impôts et pourtant vous prônez l'abolition, M. Duceppe y a fait allusion tantôt, du crédit d'impôt pour les fonds des travailleurs comme celui de la FTQ.
C'est vous, M. Mulcair, parfait. Vous voulez aussi imposer un péage sur le pont Champlain. Est-ce que c'est pas une façon... Pour la question des fonds des travailleurs, on poursuit, selon les recommandations des experts, une approche tout à fait différente. Je comprends très bien une autre approche au Québec, mais on a créé un grand fonds pour le capital de risque et le Québec, l'Ontario et des autres participent dans ce travail et c'est, à notre avis, c'est la meilleure façon à poursuivre ces objectifs. Ce que M. Harper vient d'admettre, ni plus ni moins, qu'en enlevant le crédit d'impôt pour les fonds des travailleurs, il a fait particulièrement mal au Québec. Par ailleurs, il y a des centaines de milliers de familles québécoises autour de Montréal qui ont fait un choix. Vous allez imposer un péage sur le pont Champlain, qui est un pont fédéral, qui est en train d'être remplacé enfin par le fédéral. Il n'y a pas de péage là-dessus. Quelle est votre justification? Monsieur Mulcair, quand on parle de nouveau pont Champlain, de 4 milliards de dollars qui va créer 30 000 emplois. Mais moi, je vous parle des familles. Paye 100% par le gouvernement fédéral. Je vous parle des familles, M. Harper. L'équité que les utilisateurs participent et paient une partie modeste. C'est la même chose à Windsor, à Vancouver. Les familles qui vont payer pour ça. En ce moment, il n'y a pas de péage. Il n'y a pas de raison d'en avoir un. Nous passons avec le NPD, il n'y aura pas de péage. M. Harper, je vous le garantis. Merci tous les deux. M. Duceppe, M. Trudeau, M. Duceppe, vous proposez d'augmenter sensiblement les impôts des pétrolières et des banques. Oui. Mais admettez-vous que chaque fois qu'on augmente leurs impôts, ces gens-là refilent la facture aux consommateurs. Mais moi, il y a deux solutions pour faire face à ça. D'une part, donner des armes au bureau de la concurrence. Et ça fait des années que le Bloc le réclame. Et le Parti conservateur, de façon surprenante, a repris notre position durant cette campagne, que le bureau de la concurrence enquête sur les profits qui sont faits au moment du raffinage. C'est là que ça se fait et ça augmente par hasard juste avant les longues fins de semaine. Ça n'a pas de sens, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Deuxièmement, pour les banques, il faut contrôler les taux qu'ils chargent sur les cartes de crédit. Et ça, le fédéral est en mesure de le faire également. Or donc, pas leur permettre de faire en sorte que ce soit les utilisateurs qui paient, mais bien eux. Et les banques, en plus de ça, enquêter ces paradis fiscaux. Parce que ce sont des experts, les banques, des paradis fiscaux. Monsieur Duceppe, ce dont notre économie a besoin maintenant, c'est de la croissance, c'est de l'investissement. On le sait très bien. Or, d'imposer des hausses d'impôts sur les grandes entreprises, ça ralentit l'investissement, ça ne crée pas d'emplois. Si Monsieur Mulcair, qui veut monter les impôts sur les Rona, les gens coutus, là, ça ne va pas créer d'emplois, ça va mettre plus de prix sur les consommateurs. Nous avons l'intention d'augmenter les impôts pour les 1% les plus riches pour pouvoir les baisser pour la classe moyenne. C'est comme ça qu'on va donner l'avantage aux familles qui en ont besoin, pas en freinant l'investissement avec des hausses d'impôts sur les grosses compagnies. On est entièrement d'accord pour augmenter les impôts du 1% les plus riches, ceux qui font 150 000 imposables. On a des positions semblables sur ça. Maintenant, quand vous dites que les grandes entreprises, si on les taxe plus, ça créera des emplois. Art Carney, hein, qui était le président de la Banque du Canada, qui était Mark, plutôt, excusez-moi, oui. Mark Carney, disons, il nous a dit quoi? Il y a 600 millions qui dorment dans un coffre. Ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas investi du tout. Ça contredit tout à fait ce que vous venez de dire. La réalité, M. Duceppe, c'est que depuis 10 ans, M. Harper a le pire bilan sur la croissance économique depuis les années 30, depuis la Grande Dépression. Ce dont on a besoin, c'est de la croissance économique. Et pour ça, nous avons un plan pour investir, pour créer des emplois, pour trouver une façon de stimuler l'économie qui est trop plate depuis longtemps et en mettant plus d'argent dans les poches des familles. Je veux bien croire que vous avez un plan, mais ça ne modifie d'aucune façon les affirmations de M. Carney qui dit que cet argent-là, qu'ils ont économisé, qu'ils ont eu parce que leurs impôts étaient trop bas, ils ne l'ont pas investi dans l'emploi. C'est ça qu'ils ont fait. Monsieur Duceppe, c'est tellement facile pour vous de faire comme M. Mulcair et de vous attaquer aux grandes entreprises parce que c'est facile de dire que, oh non, ils font trop de profit. La réalité, c'est qu'ils stimulent l'économie, ils créent des emplois. Les gens travaillent dans notre économie et on a besoin, justement, de les permettre de travailler. Mais vous, c'est un peu contradictoire. Vous ne voulez pas les taxer plus, mais par ailleurs, vous pigez à deux mains dans la Caisse d'assurance-emploi. Vos prédécesseurs ont pris 57 milliards, les libéraux, dans la Caisse d'assurance-emploi. Et votre cadre financier prévoit de prendre encore une fois l'argent de la Caisse d'assurance-emploi. Vous savez très bien, on va diminuer les cotisations et on va réduire le délai de carence d'une semaine et on va réinvestir. On a toute une période sur la Caisse de l'assurance-emploi. Je veux qu'on y revienne, mais je veux juste savoir, est-ce que, finalement, en bout de ligne, c'est pas toujours celui de la classe moyenne qui paye plus?
Bien, si on prend les moyens, moi, je pense qu'on peut éviter ça. Quand je vous parlais du Bureau de la concurrence, que le Bureau de la concurrence ait le pouvoir d'enquêter sur les profits des pétrolières. Monsieur Trudeau, un mot là-dessus. Et d'empêcher les banques de charger des taux de crédit les impôts pour la classe moyenne. On va envoyer une allocation plus généreuse aux familles de la classe moyenne. Merci. On est rendu au débat maintenant à 4 où on va partir sur ce thème du défi principal des gouvernements, c'est le financement des soins de santé. Alors, les coûts explosent en raison du vieillissement de la population. La santé relève des provinces. Que ferez-vous pour les aider, pour éviter qu'elles frappent un mur, M. Trudeau? On vient d'annoncer que nous allons nous asseoir avec les provinces pour la première fois depuis 10 ans. M. Harper refuse de parler système de santé avec les provinces. Nous allons commencer à renégocier les accords provinciaux sur la santé. Mais, entre-temps, nous allons investir 3 milliards de dollars sur les soins à domicile. Nous savons qu'avec le vieillissement de la population, il y a un changement démographique. M. Harper n'a rien fait pour préparer ce vieillissement depuis 10 ans. Nous allons investir dans le soin à domicile. M. Duceppe? Oui, j'aimerais savoir si l'argent que vous prétendez destiné aux provinces, il y aura le droit de retrait avec pleine compensation et sans condition. C'est-à-dire que ce n'est pas Ottawa qui a à dire au Québec quoi faire avec l'argent qui va en santé parce que ça relève du Québec. Depuis 2004, c'est bien établi. Et nous, je suis content de dire que les provinces accueillent chaleureusement nos investissements en soins de santé et en services à domicile, soins à domicile. Bien, c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion d'entendre ce bout-là de la cassette de M. Trudeau. Puis M. Duceppe a posé la bonne question. Est-ce que c'est un transfert direct de l'ensemble des sommes, sans condition, puis il répond jamais. Au terme de la déclaration de Sherbrooke, le NPD a cette position depuis 10 ans. C'est clairement écrit. Compensation complète, sans condition. Un transfert au Québec lorsque c'est une dépense fédérale dans un domaine de compétence. M. Trudeau refuse de répondre, comme d'habitude. J'ai répondu très clairement. Ça fait depuis 2004 que c'est bien établi. Les provinces ont besoin d'investissements, pas de jeu, M. Mulcair. Ils ont besoin de 3 milliards de dollars de plus pour les soins de santé. Oui, non, et c'est ce que nous offrons. Oui, on veut qu'il réponde aussi. Nous sommes le premier gouvernement fédéral d'équilibrer son budget en ne pas coupant des transferts aux provinces. Au contraire, pendant notre période en fonction, nous avons augmenté des transferts aux provinces par 70% pour la santé. Et ça va continuer chaque année dans les années à venir et on peut garantir ça sans des augmentations de taxes et d'impôts et sans déficit. Et parce qu'il n'y a pas de déficit, on est certain qu'on peut livrer ces augmentations. Mais ce qu'il faut rappeler dans ça, c'est qu'à l'origine de la loi sur la santé, la loi fédérale, le fédéral payait 50% des coûts en santé. C'est vrai. Et c'est rendu à 22 puis on s'en va vers 18 tant et si bien que le Conference Board du Canada dit que d'ici 20 ans, le fédéral aurait effacé sa dette, mais que les provinces seront face à la faillite. Et c'est ça que le Conference Board dit. Alors, quand vous nous dites on augmente en pourcentage, là, vous êtes passé de 50 à 22 puis si on suit vos prévisions, ça sera à 18 Ça n'a pas de sens, ça, M. Harper? Les transferts pour la santé étaient 20 milliards de dollars quand nous sommes arrivés en fonction. C'est maintenant 34 milliards de dollars. Ça va augmenter à 40 milliards de dollars pendant des années à venir. Et ça, c'est garanti. Parce que nous avons donc pourquoi le pourcentage diminue à ce moment-là? M. Mulcair, la parole est à M. Mulcair, s'il vous plaît. On ne s'ingère pas dans la compétence des provinces. M. Mulcair. Il y a deux choses en jeu ici. D'abord, c'est l'attitude de M. Harper depuis le début. Il a refusé de rencontrer les provinces dans un conseil de la Fédération une seule fois. Nous, on va tenir 2 réunions par année, une à Ottawa et dans l'une ou l'autre des provinces. M. Harper, sans que ce soit à l'ordre du jour, encore moins débattu, a unilatéralement annoncé des coupures allant jusqu'à 36 milliards de dollars. Ça ouvre la porte tout droit à la privatisation dans le domaine de la santé. Nous allons réinvestir massivement en santé. 23,6 serait notre seuil au terme de notre plan bien détaillé. Et nous, on va augmenter parce qu'on sait que la prochaine génération doit commencer à inclure l'assurance médicaments où on achète en groupe et on va commencer à compenser les provinces pour les soins à domicile et les soins de longue durée. Il y a beaucoup à dire là-dessus, il n'y a pas de coupure, il y a des augmentations. Et on peut promettre le monde des maires avec des hausses de taxes et d'impôts proposées par le NPD. On passe à l'autre. Question de priorité, M. Harper. Merci beaucoup. On passe à un autre face-à-face, M. Trudeau avec M. Harper. M. Trudeau, vous voulez abolir 3 mesures des conservateurs. La prestation universelle pour garde d'enfants, le fractionnement du revenu et la hausse du plafond du CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. En quoi ces changements
que vous proposez favorise-t-il les familles, les jeunes familles qui nous écoutent ce soir? Tout à fait. M. Harper continue d'envoyer des prestations d'enfants à des familles, même s'ils sont millionnaires. Nous, on a décidé d'en faire plus pour les familles qui en ont besoin et on va éliminer ces prestations pour les familles qui font plus que 200 000 $ par année. Tous les autres vont avoir des prestations plus généreuses à partir de 150 000 et moins, et ça va sortir 315 000 jeunes de la pauvreté. C'est 60 000 jeunes ici au Québec, l'équivalent d'un stade olympique rempli de jeunes. Nous avons fait ce choix. M. Harper, M. Mulcair, vous n'avez pas fait ce choix. Vous avez choisi de continuer d'envoyer ces allocations aux familles les plus riches, et c'est pas ça dont les gens ont besoin. Monsieur Trudeau, on sait très bien que le Parti libéral a voté contre la prestation universelle pour la garde d'enfants. Il a voté contre le fractionnement de revenus pour nos aînés, pour nos familles. On a voté contre la création et l'expansion des comptes d'épargne libre à l'impôt. Ce sont tous des grands gains pour la classe moyenne. C'est la raison pour laquelle la classe moyenne en augmentation au Canada, qui est tout à fait contraire aux autres pays. Mais, M. Trudeau, vous avez un déficit. Vous faites des promesses sans des moyens de le faire. Au contraire, au contraire, des déficits veut dire des coupures à l'avenir. Et tout le monde le sait. C'est l'histoire du Parti libéral. Les taux d'intérêt sont à un niveau bas record. C'est un moment justement pour investir. Les choix que vous avez faits de continuer à donner des bénéfices aux plus riches et de ne pas en faire plus pour les familles qui en ont besoin. Le fait que vous dites que les familles de la classe moyenne vont bien dans ce pays, c'est la preuve que vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Ça fait trop longtemps que vous passez à 24 Sussex. C'est temps pour un changement. Il faut avoir un premier ministre qui écoute les gens, qui comprend que les gens ont besoin d'aide au lieu de votre approche, qui continue d'espérer que de l'argent donné aux riches va bénéficier éventuellement à la classe moyenne. C'est pas ça que ça Quand on parle de déconnecter, vous proposez d'éliminer des bénéfices pour la classe moyenne et de les remplacer avec les déficits. Et quand on crée des déficits dans une période de croissance, ça va créer des déficits d'une façon permanente. C'est ce que le Parti libéral a fait au passé. Et le résultat était les plus grands coupeurs de l'histoire dans le programme de santé et de l'éducation. Vous avez fait des déficits vous-même. Vous avez fait des déficits vous-même dans les bonnes années. Vous avez fait des déficits dans les mauvaises années. Les seules années que vous n'aimez pas des déficits, c'est des années électorales. La réalité, M. Harper, c'est que vous ne comprenez pas que le Canada a besoin d'investissement, que la classe moyenne a besoin d'aide. Nous, on va baisser les impôts pour la classe moyenne. On va donner des allocations plus généreuses à ceux qui en ont besoin et on va augmenter le supplément de revenu garanti pour les aînés les plus vulnérables pour mettre 920 $ de plus chaque année dans leur poche. Ça va faire une différence. Monsieur Trudeau, je connais que dans une économie mondiale fragile, on doit faire des investissements avec des baisses de taxes et d'impôts et des budgets équilibrés. Merci beaucoup tous les deux. Merci tous les deux. On est toujours dans ce volet de l'économie et des finances publiques. M. Duceppe, M. Harper, M. Mulcair, pardon, je m'excuse. Je vous le pardonne. Quand on est dans l'opposition, peut-on contribuer à améliorer l'économie? Vous en savez quelque chose puisque vous êtes condamné à l'opposition. Bien, vous savez, 2 des 3 autres chefs seront aussi dans l'opposition. Hein? Ça, c'est la réalité. Et je pense qu'il faut être responsable quand on est dans l'opposition. Et nous, on a toujours présenté notre cadre budgétaire avant le dépôt des budgets. C'est ce qui fait que, je me rappelle, moi, en 2007, j'avais demandé 3,9 milliards de dollars. Beaucoup d'observateurs disaient, ça n'a pas de sens, une semaine avant le budget. Et quand le budget a été annoncé par M. Harper, on avait été chercher 3,3 milliards de dollars pour le Québec. Hein, de l'argent sonnant. Parce qu'on était préparé, parce qu'on était rigoureux. On peut être d'accord ou pas avec notre option, mais personne n'a jamais reproché au Bloc québécois de ne pas avoir été rigoureux. Et nous, on s'est toujours tenu debout pour le Québec. On n'a pas applaudi comme le NPD qui a dit « Great Day for Canada » quand ils ont donné des contrats de frégates à Vancouver et à Halifax, quand ils ont financé les lignes électriques de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, alors que les Québécois ont payé seuls leurs lignes d'électricité. Nous, on se tenait debout en tout temps pour le Québec, puis on a eu des gains pour le Québec. M. Mulcair. Mais je vais vous donner un exemple concret. Dernièrement, on a fait une proposition demandée depuis très longtemps par les groupes de femmes d'enlever la taxe de vente sur les produits hygiéniques féminins. Ça a été adopté à la Chambre des communes et c'était pendant qu'on était en opposition. Mais on a aussi fait adopter une règle pour interdire les microbilles plastiques dans l'environnement. On s'est assuré par une autre loi d'Alexandrine Latendresse
que jamais plus, on nommerait, par exemple, un vérificateur général qui ne parle pas un mot de français. Ça, c'était quelque chose qu'avait fait M. Harper. On s'est insurgé, on a changé la loi. Donc, ce sont des choses concrètes qu'on a faites, comme quand on s'est battu, puis on a gardé le centre d'appel maritime pour le sauvetage à Québec, chose que M. Harper voulait démanteler. Alors, ce sont des choses concrètes qu'on peut faire, mais effectivement, le NPD cherche à battre et remplacer Stephen Harper parce qu'on connaît tous les dommages qu'il est en train de faire aux familles de la classe moyenne. Il est en train de laisser aux générations futures un pays plus fermé, plus guerrier et plus pollueur. Et ça, on va le changer. Mais quand je regarde, moi, ce que le NPD propose pour les Québécois, par exemple, cet oléoduc Énergie-S, hein, il s'oppose à Norton Gateway dans l'Ouest parce que c'est dangereux pour l'environnement, parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, parce que les Premières Nations ne sont pas consultées et parce que c'est pas rentable. Mais Énergie-S, c'est pas rentable pour le Québec, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, c'est dangereux pour l'environnement. Hein, les Premières Nations ne sont pas consultées, et là, il y a un appui. La même chose pour Belle-Dune, 240 wagons comme ceux de Lac-Mégantic, et c'est approuvé par le NPD parce que ça va finir au Nouveau-Brunswick dans un comté d'un député NPD. C'est faux de dire que nous sommes en faveur d'Énergie-Est, et jamais je l'approuverai avec le système bâclé de M. Harper. M. Harper a éviscéré un ensemble de législation environnementale, de la loi sur la protection des eaux navigables en passant par la loi sur les pêches, la loi sur les espèces en péril. C'est non à Énergie-Est. Mais nous allons mettre en place un système crédible, complet d'évaluation environnementale. Quand j'étais ministre de l'Environnement, j'ai imposé une loi global sur le développement durable, le plus avancé en Amérique du Nord. On va faire la même chose. On est allé jusqu'à changer la Charte des droits pour y inclure le droit de vivre dans un environnement sain. C'est la même attitude que je vais amener au fédéral. Parce qu'il y avait une manifestation contre Énergie-S et votre candidat ne s'est pas présenté du NPD. J'ai écouté le débat en anglais. Vous disiez que c'était un win-win-win, Énergie-S. Ce que j'ai dit, monsieur... Au Woodrow Wilson Institute, that was your priority. Non, c'est pas vrai, monsieur. Mais oui, on s'est entendu. J'ai écouté le débat en anglais. Ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il faut avoir une approche de développement durable, des lois environnementales strictes. Merci. Et on n'a plus de système d'évaluation environnementale à cause de M. Harper. On passe à la période libre maintenant avec les récents... C'est important ce que vous aviez soulevé tantôt sur l'assurance-emploi. Oui. Il n'y a plus maintenant que 4 chômeurs sur 10 qui ont droit à des prestations d'assurance-emploi. La statistique en juillet dernier, c'est 41,7 %. Pourtant, on ne manque pas de fonds. Est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'une assurance-emploi, M. Mulcair? Non. Et c'est la faute des libéraux et des conservateurs qui ont pigé allègrement à hauteur de 57 milliards de dollars dans cette caisse, M. Bruno. Et rappelons-nous aussi que cet argent-là a été payé par tous les travailleurs et par toutes les entreprises, petites et grosses, pour pallier justement à la nature cyclique de l'emploi. Quand la crise a frappé en 2008, l'armoire était vide à cause d'eux autres. On essaie de faire du rattrapage depuis, mais le chiffre que vous venez de donner est la preuve concluante qu'on ne peut plus se fier au système et à eux autres. Nous, la semaine dernière, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, on a proposé de créer une caisse autonome avec un conseil d'administration où ça n'arriverait jamais plus que les libéraux et les conservateurs puissent voler l'argent des travailleurs. C'est nécessaire de corriger l'histoire ici. Pendant la crise économique mondiale, on a permis un grand déficit dans la caisse de l'assurance-emploi. Pendant des années après ça, on équilibre la caisse et maintenant on crée un modeste surplus et d'ici 2017, on sera dans une position de couper des cotisations salariales par 20 %. Et ça, c'est un équilibre à long terme. M. Mulcair va garder les cotisations hautes, non nécessairement pendant les prochaines 4 années, pour qu'il puisse dépenser de son revenu général. On voit qu'il est en train de garder les cotisations plus hautes que nécessaire. Nous, on va les réduire et en même temps, on va donner plus d'argent pour la formation et pour réduire le délai de carence. Mais là, les 3 chefs me surprennent. Parce qu'en 2005, là, on s'est assis, vous vous souvenez, M. Harper? Et même les libéraux étaient d'accord à ce moment-là de dire qu'il faut rembourser le 57 milliards. Et vous pigez tous les 3 dans la caisse d'assurance-emploi dans votre cadre budgétaire. M. Harper, quand vous dites qu'ils nous doivent de l'argent, vous devez déjà 57 milliards. C'était pas mal effronté, ça, de demander aux chômeurs de vous redonner de l'argent alors que le fédéral en doit 57. Et monsieur Molitaire, sérieusement, tout le monde quand vous avez présenté votre cadre financier, M. Caron, votre porte-parole, a dit les surplus de la caisse sont dans les surplus de notre cadre financier. Oui, il a interprété d'abord. Franchement, M. Duceppe, on sait que ces fonds sont dépensés pendant la période du gouvernement libéral. Ils
sont partis. Oui, c'est la réalité. Mais dans notre gouvernement, on a équilibré le fonds de la Caisse de l'assurance emploi. C'est notre politique. Vous vous engagez à rembourser, maintenant vous dites que c'est disparu. Monsieur Mulcair. Je note. Monsieur Duceppe, vous et moi, on est d'accord là-dessus. La semaine dernière à Moncton, j'étais en mesure d'annoncer qu'un gouvernement du NPD va créer un conseil d'administration autonome et une caisse autonome pour que jamais plus les libéraux et les conservateurs puissent piller. Et vous avez raison, c'est 57 milliards qu'ils ont piqué là-dedans. Mais dans notre tout premier budget, ça va être complètement sorti du cadre budgétaire du gouvernement pour toutes les années à venir. Bien, M. Trudeau. Pas pour cette année, parce que votre porte-parole disait, M. Caron a dit... Vous avez raison, et je le sais, pour le moment. Donc, vous pigez, vous aussi. Non, monsieur, on est d'accord non, monsieur Duceppe. C'est là, en arrivant, ce sont les règles existantes et on les change dans notre premier budget. On va les changer dans le premier budget, ça prend un budget pour les changer. Le Parti libéral va baisser les cotisations pour les employeurs et les employés et on va donner plus de bénéfices parce qu'il y a un surplus trop grand dans la cotisation. En augmentant d'autres cotisations. On réduit les cotisations. Ce que je remarque, là, c'est que Jack Layton s'est engagé, Stephen Harper s'est engagé, je pense que c'était M. Dion, à l'époque, s'est engagé à ne jamais plus piger dans la Caisse d'assurance-emploi et tous les trois cette année, c'est faux, monsieur. Dans votre code Ça termine. Je viens de le prouver, M. Duceppe, c'est de mauvaise foi. Ça termine ce premier bloc, ce premier thème sur l'économie et les finances publiques. Allons maintenant à la sécurité et le Canada dans le monde. Premier face-à-face, M. Trudeau, M. Duceppe. Le Canada est maintenant dans la mire des terroristes. Pensons aux attentats du Parlement d'Ottawa et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Parlement a adopté la loi C-51, la loi antiterroriste, qui augmente les pouvoirs des services secrets. M. Trudeau, vous avez voté pour cette loi, mais vous voulez l'assouplir maintenant. Est-ce que les Canadiens ne s'attendent pas à beaucoup plus de fermeté de leur premier ministre sur une question aussi sensible? Au contraire, les Canadiens s'attendent à une chose de leur premier ministre, c'est de savoir qu'il faut faire ces deux choses en même temps, de protéger et de protéger notre sécurité. Or, M. Harper pense qu'il faut faire rien de plus pour protéger nos droits et libertés. M. Mulcair veut rien faire de plus pour protéger notre sécurité. Nous savons, le Parti libéral a toujours su comment équilibrer et sécurité et protection de la personne, et c'est ce que nous allons continuer de faire. Moi, je suis un peu surpris de la déclaration de M. Trudeau, parce que il faut être bien réaliste. Quand vous parlez d'avoir liberté et sécurité, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je comprends mal, par ailleurs, c'est cette volonté de ne pas intervenir contre l'État islamique. Il faut intervenir. Parce que on pourrait bien arriver avec un bouquet de fleurs et un sac de provisions puis dire on vient aider les réfugiés. Je ne pense pas que vous serez bien reçu par les fanatiques islamistes. Au contraire. Alors, il faut faire les deux comme on a fait au Kosovo. En Kosovo, il y a eu une intervention militaire et on a accueilli ici 6 000 Kosovars en peu de temps. Il faut agir rapidement et intervenir parce qu'on ne peut pas laisser l'expansionnisme de ce type de fanatique. Monsieur Duceppe, on trouve qu'il y a un rôle important pour l'armée canadienne à jouer, mais nous pensons que c'est en formant les troupes locales pour qu'elles puissent aller amener le combat directement vers l'État islamique. Parce que des armées occidentaux, ça finit presque toujours par empirer la situation. Et autre chose, je voulais parler beaucoup d'aide humanitaire parce que c'est... Or, vous dénoncez a diminué de beaucoup son aide humanitaire, vous avez raison. Ce que vous oubliez, l'aide humanitaire était à hauteur de 6%. Quand Jean Chrétien a quitté, c'était à 0,23% du PIB. Il a diminué de moitié. L'investissement dans l'aide humanitaire, ça, c'est les libéraux qui ont fait ça. Ben, je comprends. Martin, vous voulez retourner en arrière. Je vais terminer. Ben, c'est une leçon d'histoire, là, mon amour. Mon ami, on s'en va vers l'avant. Non, excusez-moi, j'ai des chicanes avec ma femme sur ça. On a besoin de s'engager de façon positive dans le monde, absolument. Nous devons en faire plus. C'est exactement ce que nous allons faire. Pouvez-vous blâmer tout le monde alors que ce sont les libéraux qui ont diminué de moitié l'aide humanitaire? Et Paul Martin a dû l'augmenter de 9 %.
parce qu'il était minoritaire, parce qu'on l'a forcé au bloc. Monsieur Trudeau, Le gouvernement de M. Harper est en train de nous enlever de notre rôle d'implication dans le monde. Nous allons en faire plus. Je trouve que c'est réellement désolant que M. Obama, le président Obama, vient juste d'annoncer les casques bleus vont être renouvelés et le Canada n'était pas là. Mais... Je me suis engagé, vous l'avez vu lundi soir, à se réengager au niveau de l'aide humanitaire dans le monde. Mais vous répondez pas à ma question. Et c'est exactement... Vous vous promenez avec Jean Chrétien et Paul Martin durant votre campagne. Oui, ces premiers ministres ont pris des décisions importantes ce sont ces deux-là pour l'économie. Ils ont créé de la croissance économique. Ils ont diminué de moitié l'aide humanitaire. Monsieur Dissette, c'est eux qui ont fait ça. Je comprends et vous pourriez débattre contre eux à un moment donné. Mais moi, ici, pour devenir premier ministre, je m'engage à m'engager plus dans l'aide humanitaire parce que nous savons que le Canada a un rôle positif à jouer que M. Harper a négligé depuis trop longtemps. Dans votre cadre budgétaire? On s'en va maintenant du côté de M. Harper et de M. Mulcair. M. Mulcair, vous ne croyez pas, vous non plus, au C-51, que 80 pourtant des Canadiens appuient, selon un sondage Angus Reid, pas plus qu'à la loi qui permet de retirer la citoyenneté canadienne à un terroriste. Voulez-vous toujours abolir ces lois? Oui, et on est clair là-dessus aussi. Nous sommes le seul parti politique présent ici ce soir qui est contre toute intervention militaire du Canada dans la mission de combat en Syrie et en Irak. Et on est conséquent avec nous-mêmes et on est fiers d'être une voie raisonnable pour la paix. On veut, évidemment, contribuer à la lutte contre l'État islamique, mais il y a trois choses qu'on peut faire. Essayer d'arrêter que les armes s'y rendent, faire la même chose pour l'argent et, bien entendu, empêcher les combattants étrangers. Pour ce qui est des armes, c'est important de remarquer qu'à cause de M. Harper, le Canada est le seul pays de l'OTAN à ne jamais avoir signé le traité contre le trafic des armes. Ce qui fait en sorte que c'est plus facile que les armes circulent. Nous, on veut aussi qu'on prenne les mesures pour combattre la radicalisation ici au Canada, parce que c'est une manière aussi d'envoyer des combattants étrangers là-bas. Mais effectivement, et on est clair là-dessus, on est contre notre implication dans cette mission de combat. Le seul parti présent ici ce soir qui est contre ça. On doit faire face à la réalité que nous sommes dans un monde très dangereux avec l'épanouissement de mouvements terroristes djihadistes qui menacent directement ce pays. Et on a vu ça. Pour notre engagement avec la coalition internationale menée par le président Obama, j'ai visité nos troupes au nord de l'Irak, en Koweït. Je suis très fier d'eux. Et c'est essentiel. On a là un groupe terroriste qui veut utiliser la région comme une base pour des attaques contre nous. C'est essentiel d'avoir la pression militaire contre eux pour mieux protéger notre pays. Monsieur Harper, je sais très bien que vous avez une position idéologique sur ça, mais ce n'est pas approprié dans le monde réel. Vous n'avez jamais rencontré une guerre que vous n'aimiez pas. Quand notre seul outil est un marteau, c'est drôle, tous les problèmes ressemblent à des clous. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus que le Canada peut et doit être en train de faire. Vous venez de dire que le monde est très dangereux. Là, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je suis persuadé que ce n'est pas en ajoutant plus de bombes qu'on va rendre le monde plus sécuritaire. Ça prend une voie raisonnée pour la paix. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, on était le 32e au monde pour le maintien de la paix. On a dégringolé à la 68e place dans le monde parce que vous ne croyez pas au rôle de maintien de la paix. Une demande des Nations Unies pour aider au Congo. 5 millions de morts au Congo. Vous n'avez pas levé le petit doigt, puis ça, c'est la pire crise que le monde a jamais vue. On sait que pour les réfugiés, c'est la pire crise, mais même là, vous ne faites rien pour les réfugiés. Et n'essayez pas d'utiliser votre argument factice de sécurité. Oui, il faut s'assurer de la sécurité, mais Rick Hillier a dit que vous l'utilisez. Nous sommes impliqués dans plusieurs missions de la paix. Mais on ne parle pas de mission de la paix contre l'État islamique. Ce n'est pas réaliste. On est là parce qu'il est nécessaire d'avoir une mission militaire. C'est la seule vraie mission militaire que nous avons maintenant. Mais c'est essentiel. On ne peut pas permettre, il n'y a pas de force sur le terrain dans cette région. On ne peut pas permettre ce groupe, le soi-disant État islamique, d'utiliser cette région comme une base et nos alliés. Monsieur Harper, il y a des choses de base que tout premier ministre... Même premier ministre avoir des Nations Unies. Le
titre est tiré du protocole de Kyoto. Voilà. Ça, c'est votre bilan, M. Harper. On va revenir sur quelques-uns de ces éléments. Soyez sans crainte, c'est aussi dans les thèmes de la soirée. D'abord, c'est une période libre maintenant. Je veux revenir sur l'implication du Canada et les troupes au sol. Le Canada, avec ses alliés, est en guerre contre les terroristes de l'État islamique, en Syrie, en Irak. M. Trudeau, cette guerre peut-elle être gagnée sans l'envoi de troupes au sol? Non, je trouve qu'on sait très bien que cette guerre va se prolonger pendant très longtemps encore et le Canada a un rôle important à jouer au sein de la coalition internationale contre l'État islamique. Mais je suis en désaccord avec M. Harper qui veut toujours envoyer des troupes vers la guerre, qui veut faire la mission de bombardement. Nous trouvons qu'un rôle de combat pour le Canada, c'est pas la meilleure façon d'aider. Nous devons de faire de la formation des troupes au sol pour qu'eux, ils puissent amener les troupes locales, pour qu'eux, ils puissent amener le combat directement contre l'État islamique. C'est ça un rôle positif, impliqué, que le Canada peut et doit avoir, et c'est notre position. Moi, je pense que la solution militaire est la dernière. Personne ne la souhaite. Mais il arrive dans l'histoire qu'on n'a pas le choix. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens, durant toutes ces années, du Rwanda. Et tout le monde me dit, on aurait dû y aller, on aurait dû y aller. Il y a eu un génocide. Quand c'est arrivé au Kosovo, il y avait un nettoyage ethnique, des crimes de guerre qui se passaient. Les libéraux, les conservateurs et nous avons appuyé. Le NPD était très hésitant. Ils ont même accepté d'envoyer un député à l'invitation du criminel de guerre Milosevic, qui s'est rendu là-bas. Or, moi, je pense qu'il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Il arrive malheureusement qu'il y a des moments dans l'histoire où on n'a pas d'autre choix parce que ces gens-là ne comprennent pas d'autres langages. Et on ne peut pas faire en sorte, nous, qu'on dit, on fait seulement de l'humanitaire et on n'intervient pas. L'histoire nous prouve exactement le contraire. M. Bruno, il y a 60 pays membres de la coalition contre l'État islamique. Sur ces 60, il n'y en a que 12 impliqués dans la mission de combat. L'hiver dernier, il y a une mort de froid dans les camps de réfugiés. S'il y a une chose que nous, on connaît, c'est de s'occuper du monde en cas de froid. Est-ce que vous trouverez ça acceptable cette année, qu'il y a encore des enfants qui meurent de froid? Je sais que moi, je ne trouve pas ça acceptable. C'est la raison pour laquelle nous sommes un des plus grands donateurs du monde de l'aide humanitaire dans cette région. C'est essentiel de faire les deux, l'aide humanitaire et la mission militaire. Il y a deux éléments de notre mission, évidemment l'élément aérien, mais il y a aussi l'entraînement des forces kurdes au nord de l'Irak. Et c'est intéressant que M. Trudeau est pour et contre la mission militaire au même temps. C'est nécessaire de prendre de position. Notre position est claire. On doit faire la pression militaire contre le État islamique. Oui ou non, non, des troupes au sol? Non, le rôle de combat, c'est pas là pour le Canada. C'est pas le rôle que le Canada devrait avoir. Et M. Harper, qui s'engage tout le temps à envoyer des troupes, est sur une pente très glissante pour les troupes au sol. Monsieur Harper, il y a des forces d'entraînement de l'armée canadienne dans le nord de l'Irak. Ils font un très bon job avec des forces kurdes, qui est une des rares forces efficaces dans la région. M. Mulcair. Sergent Doiron, qui est tragiquement mort sur la ligne de front dans son uniforme du Canada, est la preuve concluante que ce n'est pas juste une mission de formation militaire. On est en train de peinturer des cibles pour nos frappes aériennes et on est sur la ligne de front avec des tirs réels. Non, qu'on arrête de dire n'importe quoi au public canadien. M. Duceppe, oui ou non? Mais moi, il faut se limiter aux frappes aériennes. Voilà. La sécurité toujours et le Canada dans le monde. M. Mulcair et M. Trudeau. L'Europe reçoit des dizaines de milliers de réfugiés chassés par la guerre. Tous les deux, vous voulez que le Canada en accueille plus et plus vite. En même temps, selon un sondage, seulement le tiers des Canadiens souhaitent en recevoir davantage. M. Mulcair, que dites-vous aux Canadiens inquiets de voir des terroristes en profiter pour rentrer au pays? Monsieur Bruno, je fais le lien avec votre question antérieure. Les deux vont de pair. Vous me citez des statistiques comme quoi il y a une certaine proportion contre quelque chose. Mes 35 ans de carrière ont été faits de principe de me tenir debout, même quand ce n'était pas populaire. On est contre le projet de loi C-51 parce que ça brime nos libertés. On est pour rencontrer notre objectif des Nations unies, donné par François Crépeau, un Canadien, parce que c'est notre devoir dans le monde d'accueillir ces gens-là dans ce temps de crise. Vous débattez avec le Canada a toujours profité et a eu une croissance économique et un meilleur rôle dans le monde parce qu'on a toujours accepté des gens qui venaient d'outre-mer en situation de détresse, que ce soit les Vietnamiens, que ce soit les Hongrois, que ce soit les Ismaélis de l'Afrique de l'Est. Nous devons de faire plus et M. Mulcair, vous et moi, nous sommes d'accord là-dessus que ce premier ministre a mis de l'avant des cibles très, très modestes et n'a même pas
il ne les a même pas rencontrés. Nous appelons depuis 6 mois d'amener 25 000 d'ici Noël et réfugiés syriens. Et on sait très bien que ça peut se faire dans l'ordre et dans la sécurité, malgré ce que M. Harper dit. Il manque juste la volonté politique. Combien? C'est effectivement la pire crise humanitaire à avoir frappé la planète depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Turquie a déjà accueilli 2 millions de réfugiés. Puis quand moi, je rencontrais l'ambassadeur turc, il me demandait toujours, est-ce que le Canada peut faire plus pour nous aider? Et ça, c'est un de nos alliés de l'OTAN. En Liban, 25% de la population est maintenant composée de réfugiés de ces guerres-là. Il faut faire plus. Les Nations unies nous ont demandé de prendre 10 000 d'ici la fin de l'année. C'est tout à fait possible. Et de prendre au total 45 000, c'est tout à fait possible. Mais la question était, les Canadiens sont inquiets que des terroristes profitent pour entrer au pays. Mais écoutez bien, Rick Hillier... C'est un défi de sécurité, effectivement. Rick Hillier, l'ancien chef de l'État-major, a dit qu'on pouvait en prendre 50 000 avant Noël. On ne va pas aussi loin que ça, mais on sait qu'il y a toujours eu ces inquiétudes dans les années passées, mais on a toujours su s'occuper de la sécurité. On se doit d'en faire plus. Les Canadiens veulent qu'on en fasse plus. Ça, c'est le genre de faux problème qui est souvent posé par le premier ministre Harper. Il dit qu'il faut s'occuper de la sécurité. C'est une évidence. Personne ici va être contre le fait de vérifier la sécurité. Mais dans le cas de M. Harper, ces arguments-là deviennent inévitablement un prétexte pour rien faire. Alors, moi, je me souviens d'avoir été tellement interpellé par ce jeune homme, ce jeune garçon de 3 ans. C'était terrible de voir, c'était le symbole de tout ce que ces gens-là étaient en train de vivre. Il faut avoir de la compassion, il faut s'ouvrir. Le Canada a une fière historique d'accueillir. Il faut arrêter d'utiliser la sécurité comme prétexte pour rien faire. Je dois dire que nous avons une position très équilibrée envers cette situation. Et ce n'est pas seulement la mission militaire, ce n'est pas seulement l'aide humanitaire dans la région qui est aussi essentielle pour la grande majorité qui vont rester là, mais aussi pour des réfugiés. On a dit déjà plus de réfugiés avant les manchettes, un processus plus vite, mais avec les protections de sélection et de sécurité. Et on a une position très généreuse et équilibrée. Ça complète ce premier libre débat sur la sécurité du Canada dans le monde. Maintenant, M. Duceppe et M. Harper, cette crise des réfugiés pose une fois de plus le problème de l'image du Canada dans le monde. Vous en avez évoqué quelques-uns. On n'est plus le joueur majeur sur la scène internationale qu'on était. On est exclu du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette semaine, on a même refusé de participer à de prochaines missions de paix. Les casques bleus, c'est pourtant une marque canadienne. On vous accuse, M. Harper, d'être responsable de notre perte d'influence. Ma question, puisque vous débattez avec M. Duceppe, comment peut-on retrouver notre place dans le monde? Moi, je crois que lorsque l'on parle de la loi C-51, égalité et liberté et sécurité, il faut avoir la même attitude en ce qui a trait aux interventions. Et je pense que le Canada, effectivement, a joué un rôle de premier plan au niveau des interventions pour la paix. Et je suis souverainiste, moi. Pas une nouvelle ce soir, mais je vous le dis. Or, un Québec souverain aurait eu une politique étrangère qui aurait été très semblable à celle de Pearson, de Trudeau, de Chrétien, de Mulroney, mais pas à celle d'Harper. Il y a eu une rupture totale dans la politique étrangère. Et en ce sens-là, là, comme Québécois, je me reconnais plus. Parce qu'on a des points en commun avec d'autres pays. On est tous des démocraties, là. Et un Québec souverain serait le voisin d'un Canada souverain. C'est important, la souveraineté pour le Canada, c'est important pour nous aussi. Mais pas ce genre de politique étrangère. C'est tout à fait pas vrai. On peut remarquer que le Canada reste un chef de file dans plusieurs dossiers. J'ai mentionné l'aide humanitaire, les réfugiés, les missions militaires contre le soi-disant État islamique en Ukraine. La mission contre l'Ebola l'année passée. Mais je peux donner un bel exemple. On a mené cette campagne internationale qui a rallié des pays, des organisations privées pour la santé, pour sauver les vies et la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants dans le monde. On peut donner un autre exemple. On a fait élire pendant notre campagne Mme Michaëlle Jean comme secrétaire générale de la francophonie internationale, malgré l'opposition du mouvement souverainiste. C'est un grand gain du Canada et ça reflète notre réputation qui, selon le Reputation Institute, le Canada reste le pays le plus admiré du monde. Ben, je vous ai répété ça souvent. Moi, je pense qu'il n'y a pas un pays qui est supérieur à l'autre. Hein?
C'est dangereux de penser comme ça. Chacun son pays, en plein respect des autres. Mais quand vous nous dites, quand vous nous sommes le pays le plus admiré, pas par le Bloc, mais par la grande majorité des gens dans le monde. Je voudrais continuer, s'il vous plaît. Quand vous nous dites que vous avez la paix, qu'on prend mal cette vente d'armes à l'Arabie saoudite, qui n'est pas tout à fait un exemple, et vous vendez pour 14 milliards d'armes à un pays qui répand le fanatisme islamique. C'est ça que vous faites. Et les deux autres partis ne veulent pas annuler ce contrat. Monsieur Tutsav, ça, je ne comprends pas. Ça vous fait pas. Et les votes en Ontario, avant la liberté des gens qui... Un contrat pas pour des... qui poursuivaient de tels contrats. Il y a des contrats des compagnies québécoises dans ce pays. La Suède a annulé son contrat de vente d'armes. C'est compliqué que nous poursuivons nos intérêts économiques, nos valeurs et aussi notre sécurité. Et on doit faire les trois choses. Mais vous savez qu'on parle de l'image du Canada dans le monde. Oui. M. Harper, Jean Chrétien dit même qu'il a honte de vous. Qu'est-ce que vous lui répondez? Voilà les déclarations de M. Chrétien récemment sur la Syrie, sur l'implication de la Russie en Syrie, sur M. Poutine. Ça nous rappelle bien la politique sans principe de l'ancien gouvernement libéral. On a basé notre politique étrangère sur des principes. Mais une chose que je comprends mal avec le souci de sécurité dont M. Harper nous parle, c'est qu'il y a un comité de surveillance. On s'en va sur la période libre et on a l'occasion de parler, vous allez voir, parce que l'image du Canada souffre aussi de nos positions sur la lutte au changement climatique. Vous l'avez abordé tantôt, une conférence mondiale majeure se tiendra bientôt à Paris. M. Harper, que vous répondez, vous, à tous ceux qui pourraient dire que nous sommes la Volkswagen du G7, puisque le Canada est le seul pays à avoir renié l'accord de Kyoto après l'avoir signé. Monsieur Bruno, on a poursuivi des éléments du protocole de Kyoto pour faire ça, mais je dois dire que nous sommes le premier gouvernement de l'histoire, dans une période de croissance économique, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et quand nous sommes arrivés en fonction en 2007, nous avons proposé que la prochaine protocole international va avoir la participation de tous les grands émetteurs. Une position opposée par tous les autres partis. Maintenant, la Chine et les États-Unis sont impliqués et je suis très optimiste qu'on va avoir une telle entente à Paris cette année. M. Bruno, M. Harper a continuellement nié les changements climatiques. Il y a une aversion pour la science. Il tente de faire taire les scientifiques, même que son ministre de la Science et Technologie, M. Goodyear, est un créationniste. Je trouve que ça part bien mal pour comprendre ce qui se passe à l'échelle de la planète. Alors, M. Harper, tentez pas de passer pour quelqu'un qui est respectueux de l'environnement. Ce qui vous importe avant tout, c'est le développement des sables bitumineux. Il faudrait que tout le reste du Canada se plie à vos désirs. Le Canada se doit de reprendre sa place à l'échelle internationale sur les changements climatiques. C'est pour ça que nous nous engageons d'aller à Paris, à la conférence, avec tous les premiers ministres des provinces. On reconnaît que dans 10 ans de manque de leadership de M. Harper, les provinces ont pris de l'avance. Il y a 86 % de notre économie qui a déjà un prix sur le carbone, qui a annoncé qu'ils allaient faire ça. Il faut du leadership du fédéral pour rassembler ça et pour démontrer qu'on est là et pour protéger l'environnement et pour être bons joueurs sur la planète. M. Mulcair. Il faut quand même rappeler que les libéraux n'ont pas de cible. Le NPD a un projet très concret que nous, on va amener à Paris pour veiller à ce que le Canada ait des cibles concrètes et qu'on les rencontre. Les conservateurs se sont retirés du protocole de Kyoto. Les libéraux l'ont signé pour des raisons de relations publiques et ont eu un des pires bilans au monde, une augmentation de 34 % des gaz à effet de serre. L'ancien chef de cabinet de M. Chrétien, Eddie Goldenberg, a admis qu'ils n'avaient pas de plan. Aucune intention de le faire. C'est écrit, M. Trudeau. Essayez pas de le nier. M. Mulcair, vous avez des cibles, mais vous n'avez pas de plan. Nous, on a choisi de mettre à l'avant un plan. On investit 20 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures vertes, des centaines de millions de dollars pour créer des emplois verts, de l'énergie propre. Vous ne ferez rien pour les gaz à effet de serre. Pour adresser les changements climatiques. Parce que c'est ça qui compte. Voilà, on comprend très bien. Je vais entendre M. Harper là-dessus. Mais même le gouvernement NPD de l'Alberta rejette le plan de M. Faux, pour M. Trudeau. Vraiment, on va arriver à Paris avec une délégation de 14 pour négocier sérieusement. Voilà une vraie collaboration avec les provinces. On parle
On parle de la réglementation du système d'électricité de ce pays. Nous sommes le premier pays du monde d'éliminer les centrales du charbon avec la collaboration de toutes les provinces, y compris l'Ontario, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta. Monsieur Harper, c'est vous n'avez vrai exemple aucune crédibilité sur l'environnement. Vous avez bloqué depuis 10 ans toute action du Canada au niveau de l'environnement. Et c'est les provinces, heureusement, qui ont pris du leadership. Et c'est eux qui vont venir à Paris avec le prochain premier ministre. Une réduction des gaz à effet de serre. Moi, je pense que M. Harper a des tactiques quand il parle de l'environnement, qui ne profite pas à ceux qui font des efforts, mais bien au contraire à ceux qui polluent. Je vous donne l'exemple du Fonds énergie verte. 14 millions pour le Québec. Et le Québec est la province qui respecte le plus les normes en cette matière. Et 120 millions pour la pétrolière Shell Canada, qui, on le sait, est au bord de la pauvreté. J'aimerais que M. Harper nous explique son plan de donner 14 millions à ceux qui font des efforts, puis 120 millions à ceux qui polluent. Nous avons donné 350 millions de dollars pour le plan vert du Québec. Pour ce projet dont M. Duceppe parle, c'est un projet de captage et stockage de carbone, c'est un projet environnemental. On continue sur ce même thème, quand même, de la sécurité et le Canada dans le monde. M. Duceppe et M. Mulcair. M. Duceppe, M. Mulcair, la sécurité de notre pays passe aussi par la lutte à la criminalité que les conservateurs ont beaucoup durci. Ils veulent aller encore plus loin, par exemple en imposant des peines minimales et en éliminant toute possibilité de libération conditionnelle pour les crimes les plus graves. M. Duceppe, êtes-vous d'accord avec des peines plus sévères pour les récidivistes de l'alcool au volant, les délinquants sexuels, les pédophiles? Moi, je pense qu'il faut laisser au juge toute la latitude pour déterminer quelle est la peine qui revient à quelqu'un. Et aux États-Unis, on voit que ce problème se pose, hein? Ils ont pris une telle orientation et aujourd'hui, c'est plein de monde dans les prisons puis encore plus de crimes. Alors, ça ne marche pas de la même façon que les registres des armes à feu. On vient d'avoir cette tragédie en Oregon, là. On l'a vu, là. On l'a vu. Et aucun de ces trois partis n'a appuyé la demande du Québec sur le registre des armes à feu. C'est resté silence radio. Moi, je pense que... Ben, c'est pas faux. C'est pas faux. Je n'ai jamais vu un appui au registre des armes à feu de la part du Parti libéral. On va y revenir. Présentement, le débat, c'est M. Mulcair et M. Duceppe. M. Mulcair. Nous avons un plan pour aider les provinces et territoires concrètement à lutter contre la criminalité. On connaît des endroits où j'étais dernièrement, j'ai rencontré des policiers à Surrey, en Colombie-Britannique. On avait eu une quarantaine de fusillades en dedans d'un mois. Alors, la police a besoin d'aide. On a un plan pour les aider en embauchant 2500 policiers à travers le Canada. Mais la question de base, sur les peines minimales, je suis d'accord avec M. Duceppe. C'est-à-dire qu'il faut laisser ça aux juges. Et ça, c'est une stratégie de M. Harper depuis des années. Il essaie de faire des effets de toge vis-à-vis de sa base d'extrême droite avec ça. Mais la réalité, c'est que ça complique la vie aux tribunaux et à la police et ça ne marche pas. Vous débattez avec M. Duceppe. Regardez, M. Duceppe, ça va être plus simple aussi pour comprendre un peu l'allure du débat. Oui, bien, écoutez, on est d'accord sur ce point de vue. La question que vous avez posée, je pense, moi, qu'on est contre cette multiplication des peines minimales. Je pense que ça fait en sorte qu'il n'y a plus de gens en prison. On ne s'occupe pas de réhabilitation. Et ça, les gens ne trouvent pas d'emploi par la suite et ça se perpétue. Et le Canada a toujours su, justement, ça, c'est un bon cas où le Canada avait tendance à équilibrer entre réhabilitation et répression. Les Américains appelaient ça « smart on crime », l'approche canadienne. Maintenant, nous, on est en train d'emprunter l'approche du Texas, qui est un échec total. On met beaucoup plus de monde en prison. Et on n'a qu'à regarder la surreprésentation des populations des Premières Nations pour comprendre qu'on est en train de répéter des problèmes du passé et ce sont les générations futures qui vont vivre sur les peines minimales, à tout le moins. Êtes-vous d'accord? Non, moi, je vous l'ai dit, je pense que... des récidivistes. Mais écoutez, même les récidivistes, là, il faut voir quel genre de crime est commis. Quel genre de crime est commis? Quelqu'un qui vole 3 fois un dépanneur, comme dans certains États américains, on le met en prison pour longtemps. 27 fois alcool au volant. Ah ben non, mais moi, je pense qu'il faut être très sérieux, mais les juges sont capables de faire ça. Les juges sont capables de faire ça. Mais si on dit c'est toute la même chose, qu'un jeune ait volé 3 fois un dépanneur, mais on le met en prison pendant une dizaine d'années, il va en sortir avec un diplôme de criminel. Il y a un organisme canadien connu par un sigle en anglais MAD, c'est-à-dire les Moments contre l'alcool au volant. Et ça fait des années que les députés de M. Harper se font prendre en photo avec ce groupe-là. Ils demandent une chose, des tests aléatoires d'alcoolémie.
M. Harper, je lui ai posé la question en Chambre à plusieurs reprises. Son ancien ministre de la Justice, M. McKay, à plusieurs reprises. Ils faisaient toujours leur conférence de presse, ils se faisaient toujours poser avec Matt, mais ils n'ont strictement rien fait pour rendre ça plus efficace pour aller détecter l'alcool au volant. Merci tous les deux. M. Trudeau, M. Harper. Maintenant, M. Trudeau, sur la lutte au crime, vous ramez en sens contraire des conservateurs, puisque vous voulez légaliser le marijuana. Le jour où un de vos enfants va vous annoncer qu'il fume du pot, comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Si on a choisi de contrôler et de réglementer la marijuana, c'est parce que l'approche de M. Harper ne fonctionne pas pour protéger nos jeunes. Sur 29 différents pays du monde occidental, le Canada est numéro 1 en termes d'utilisation de la marijuana par des jeunes. Nous nous devons de contrôler, de réglementer pour que les jeunes puissent avoir moins accès et d'empêcher les criminels, le crime organisé, les gangs de rue, les trafiqueurs d'armes, de profiter de cette prohibition que M. Harper continue à imposer, qui ne sert pas à protéger nos enfants. Monsieur Trudeau, notre approche est pour aider des utilisateurs et des gens qui dépendent des drogues, mais en même temps d'avoir des peines contre des trafiquants. C'est une politique raisonnable pour la légalisation de marijuana. Vraiment, si on vend le marijuana dans les magasins comme le tabac et l'alcool, ça va vraiment protéger nos enfants. Personne ne croit. Monsieur Trudeau, je reviens à la question. Qu'allez-vous dire si un de vos enfants vous annonce qu'il fume du pot? Bien, d'abord... Comment vous allez réagir, vous? Comment est-ce qu'on réagit quand un jeune vient nous dire qu'il est en train de boire avec ses amis derrière l'école? Parce que la réalité, c'est qu'on a maintenant des jeunes qui trouvent ça plus facile d'acheter de la marijuana qu'ils achètent de la bière ou des cigarettes. Et c'est parce que M. Harper continue de laisser ça dans la main des criminels. Si un jeune, maintenant, achète de la marijuana, c'est parce qu'il y a eu contact direct avec un criminel, parce que c'est les seuls qui vendent la marijuana. Si on arrive à contrôler la marijuana comme l'alcool, comme les cigarettes, pas pour les vendre dans les dépanneurs, mais pour les contrôler comme il faut, ça va être beaucoup plus difficile pour les jeunes d'y accéder et on va protéger nos jeunes. C'est ça, la science, c'est ça, les données, c'est ça que les différentes juridictions à travers le monde sont en train de démontrer et vous refusez par idéologie et par peur, M. Harper. Monsieur Trudeau, on veut décourager l'utilisation du marijuana par nos enfants et je pense que c'est essentiel pour nous comme chefs de mettre un exemple à cet égard. Monsieur Harper, vous êtes en train de continuer de mettre en danger nos jeunes en refusant de comprendre que c'est les criminels maintenant qui vendent directement à nos jeunes la marijuana. Nous, on va réglementer, on va contrôler. Vous avez vanté d'utiliser le marijuana. Ce n'est pas une position responsable. On est toujours en face à face, M. Harper, M. Trudeau. M. Harper, la fusillade d'hier aux États-Unis et l'alerte heureusement fausse ce matin au cégep de Longueuil ramène la question des armes à feu. Savez-vous qu'il y a beaucoup de Québécois qui n'acceptent toujours pas l'abolition du registre des armes d'épaule? Je dois dire qu'au Canada, nous avons une philosophie tout à fait différente que les Américains. Ce n'est pas un droit d'avoir des armes à feu au Canada, c'est une responsabilité. On a déjà beaucoup de registres. On a un registre, en effet, des propriétaires. On a un registre des armes de poing. On a un registre des armes à l'autorité restreinte. On a la formation obligatoire. Et on a aussi des peines obligatoires de prison pour des gens qui utilisent les armes à feu dans leurs crimes. Et ce sont tous des éléments essentiels. M. Trudeau. Ça fait 25 ans que les survivants de Polytechnique demandent et les familles demandent qu'on ait un meilleur contrôle des armes. Et à ce niveau-là, M. Harper, vous êtes complètement toujours dans la poche du lobby canadien et américain des armes à feu. Vous refusez de signer l'accord international sur le contrôle des armes à feu. Vous êtes un des seuls pays, le seul pays de l'OTAN à ne pas signer cet accord-là. Vous n'êtes pas sérieux pour vouloir contrôler les armes à feu. Vous continuez de l'utiliser comme politique de division. Quand les Canadiens sont unis, on veut voir moins de violence avec les armes à feu. M. Trudeau, je viens de dire que nous avons un système très solide de contrôle des armes à feu. Mais pourquoi vous n'avez pas signé cet accord international, des résultats, et on a éliminé, c'est vrai, on a éliminé le registre des armes, des pods
Parce que c'est un registre inefficace et coûteux. C'est la position Si le lobby des armes à feu n'est pas puissant, pourquoi est-ce qu'on est le seul de tous les pays de l'OTAN n'ayant pas signé l'accord de n'ont pas ratifié cet entente? La réalité est que le Canada respecte toujours Vous avez refusé de signer. tous les éléments de cet accord. On est le seul pays. Il n'y a pas de réponse. Le Canada respecte presque toujours tous les éléments de cette entente et on est en consultation avec l'industrie. Non. Il n'a pas voulu signer. Mais moi, je viens d'entendre, M. Trudeau. On peut élargir la discussion là-dessus avant que j'aille à la question libre. Oui, si vous avez un mot à dire là-dessus. Oui, j'ai entendu M. Trudeau. Si je vous ai bien compris, vous, si vous étiez premier ministre, vous rétabliriez le registre des armes à feu. Est-ce que c'est bien ça? Non, pas du tout. Alors, tantôt, vous m'avez dit que vous étiez d'accord avec la motion du Québec. On était d'accord que le Québec puisse garder son registre et on aurait voulu que M. Harper puisse laisser les données collectées en bonne et due forme au Québec. Mais on ne va pas ramener le registre aux armes à feu. Un mot de M. Mulcair et on termine là-dessus. Il y a effectivement un flou autour du fait de savoir oui ou non on a préservé les informations pour le registre au Québec. Un gouvernement du NPD permettrait au Québec de les garder. Un de mes garçons est policier dans la Sûreté du Québec qui travaille dans une région rurale. Pour lui et pour ses collègues, je veux m'assurer qu'ils aient toute l'information qu'ils peuvent pour bien exécuter leur travail. Mais le registre était un tel échec qu'il n'est pas question de revenir avec un registre. Voilà, merci. Ça termine ce thème. Sur la période libre toujours, maintenant, le Canada est sur le point de signer un autre accord international, un accord de libre-échange avec l'Asie qui aura un impact direct, certains disent catastrophique, sur nos producteurs laitiers, les producteurs d'œufs et les éleveurs de volailles. Qu'avez-vous à dire pour les rassurer, M. Duceppe? Oui, mais moi, je me demandais à M. Harper, comment se fait-il que le Canada mette sur la table la gestion de l'offre, mais qu'ils ne mettent pas sur la table les généreuses subventions que reçoivent les fermiers américains et les fermiers japonais, qui coûtent beaucoup plus cher aux contribuables américains et japonais que la gestion de l'offre ne coûte aux Canadiens et aux Québécois. Alors, je ne comprends pas qu'on accepte de négocier dans une telle position de faiblesse. Nous, on met tout sur la table et eux ne le mettent pas. Expliquez-moi donc ça. Ce n'est pas tout à fait, c'est tout à fait contraire à notre position. Oui? On cherche des gains de l'accès pour nos agriculteurs dans les marchés du Japon et ailleurs. C'est la raison pour laquelle plusieurs secteurs de l'agriculture appuient ces négociations. C'est la raison pour laquelle la grande majorité des secteurs québécois appuient des négociations. Mais on va signer un entente seulement si c'est dans les meilleurs intérêts de notre pays et on va garder le système. Monsieur Harper veut qu'on lui fasse confiance parce qu'il refuse de dévoiler ce qui est sur la table. Il nous dit que la gestion de l'offre n'est pas sur la table, mais on ne le sait pas parce qu'il refuse d'en parler. Il refuse de dire aux Canadiens sur quoi il est en train de négocier. Oui, les accords de libre-échange sont essentiels. Ça crée de l'emploi, ça crée de la croissance économique. Le NPD est toujours contre, est presque toujours contre les accords commerciaux parce que, je ne sais pas pourquoi, mais on sait que nous devons créer de l'emploi. Et malheureusement, M. Mulcair continue de dire que ce n'est pas les emplois, ce n'est pas la croissance qu'il nous faut. M. Mulcair. Nous avons voté, M. Trudeau, en faveur de l'accord de libre-échange, que ce soit avec la Jordanie ou plus récemment avec la Corée. C'est les deux seuls de votre histoire, monsieur. Personne ne vous a interrompu, M. Trudeau. Laissez-moi finir. Nous avons une position de principe. On veut que ce soit le respect des droits de la personne, les droits de l'environnement, le droit des travailleurs, que ce soit similaire. Ce n'est pas une bonne idée pour le Canada de faire comme M. Harper a fait, signer avec le Honduras, un pays qui brime les droits de la personne tout de suite après une révolution de droit. Ça complète ce deuxième thème sur la sécurité et le Canada dans le monde. Maintenant, nous abordons les politiques sociales et la gouvernance. M. Harper et M. Mulcair. Le niqab aux cérémonies d'assermentation est au cœur de cette campagne électorale. M. Harper, au lieu d'attendre une décision des tribunaux qui allait tomber en période électorale, pourquoi vous n'avez pas déposé un projet de loi plus tôt? On vous avait mis en garde dès 2011. Vous étiez majoritaire. Est-ce que le niqab, c'est du bonbon pour votre parti, comme l'a dit le candidat Gérard Deltel? La cérémonie de citoyenneté à visage découvert est la politique de notre parti depuis longtemps. Nous avons créé cette politique par une réglementation. Maintenant, les tribunaux ont mis ça en doute. C'est la raison pour laquelle on va poursuivre une législation. Ça reflète nos valeurs. Nous sommes une société ouverte et de l'égalité. Et une telle cérémonie à visage
découvert reflète nos valeurs. M. Mulcair? Ça, c'est un sujet, évidemment, qui met beaucoup de monde mal à l'aise et ça se comprend. Moi aussi, ça me met mal à l'aise. Mais la réalité, c'est que les tribunaux ont statué. Puis à partir de ce moment-là, c'est plus une question de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. C'est important aussi, M. Bruno, que les gens réalisent qu'une femme qui porte un niqab est obligée de se dévoiler. Pour pouvoir obtenir sa citoyenneté, elle doit être identifiée en se dévoilant. Pour entrer au pays, pour avoir un passeport, permis de conduire, assurance maladie et ainsi de suite. Donc, il faut quand même réaliser que même si ça nous met mal à l'aise et que les tribunaux ont statué, cette obligation est là. Mais si M. Harper tente, comme il fait toujours, de se cacher derrière ça pour masquer son bilan, M. Harper a le culot de faire semblant que c'est une question pour lui des droits des femmes. Mais si on regarde son bilan, ses députés ont réouvert plusieurs reprises le débat sur l'avortement. Il a fermé le programme pour les refuges pour les femmes. Il refuse une enquête sur les 1200 femmes autochtones disparues ou assassinées. Votre bilan à l'égard des femmes va jusqu'au nombre de femmes candidats. Dans cette élection, vous avez exactement 20 de femmes. Nous en avons 43 Monsieur Mulcair, vous tentez de changer le sujet. Non, je veux pas. Votre position est tout à fait déconnectée de la réalité du Canada et des opinions des Canadiens et des Québécois. Et la réalité est qu'on reconnaît que dans une société ouverte, de temps en temps, on ne doit pas cacher l'identité. On fait ces choses pour des raisons bien raisonnables et c'est nécessaire d'avoir une législation. C'est appuyé par la population. On veut encourager l'égalité des hommes et des femmes au Canada. Oui. Ce que vous essayez de faire, surtout avec le niqab, c'est de cacher votre bilan. Vous utilisez ça comme arme de distraction massive. La réalité, c'est qu'il y a 400 000 bons emplois manufacturiers perdus. Vous êtes en train de compromettre la gestion de l'offre. Il y a 300 000 chômeurs de plus. M. Mulcair, je veux revenir sur le niqab, mais permettez-moi, M. Mulcair, parce qu'il y a de la dissidence chez vos candidats aussi. Vous avez même admis cette semaine, et vous l'avez répété tantôt, que le niqab vous met personnellement mal à l'aise, mais que vous devez vous en remettre à la décision du tribunal. Si vous devenez premier ministre, M. Mulcair, la décision vous appartiendra. Êtes-vous prêt à déposer un projet de loi pour interdire le niqab aux cérémonies d'assermentation et même plus loin pour voter et pour donner et recevoir les services du gouvernement? Ça représente exactement 2 cas sur 680 000 nouveaux cas d'immigration. Et non, je ne dépenserai pas l'argent des contribuables pour aller me battre contre une décision unanime de 4 juges dans 2 paliers des tribunaux. Mulcair, vous n'êtes pas capable de même convaincre vos propres députés de cette position. Un cas est un cas de trop. On ne défend pas des valeurs fondamentales avec des statistiques. On est une société ouverte, une société d'égalité et notre cérémonie de citoyenneté, le moment où on se joint à la famille canadienne, devrait refléter nos valeurs. Et M. Harper, vous avez eu 10 ans pour changer ça. Vous avez déposé ça le dernier jour du dernier mois de votre mandat de 10 ans. C'est dire que vous avez l'intention de l'utiliser pour des raisons politiques. Nous passons maintenant, M. Trudeau, M. Duceppe, un peu sur la même question, parce que M. Trudeau, vous défendez aussi le port du niqab sur la base des libertés individuelles. Ça, c'est la Charte des droits, un héritage de votre père. Mais 82 des Canadiens, 93 des Québécois sont contre le niqab aux cérémonies d'assermentation. Vous leur dites quoi ce soir à ces gens? Je leur dis que je comprends que ça met certaines personnes mal à l'aise, mais quand on voit une femme qui porte un niqab au Québec, je pense qu'on devrait lui tendre la main. On devrait l'encourager à s'intégrer. On devrait l'aider à se sentir bienvenue au Québec et au Canada. Nous avons une obligation d'agir avec plus de compassion que ces messieurs proposent. Nous avons besoin de respecter cette dame-là dans ses choix et démontrer qu'on est une société qui défend les droits individuels. Moi, je pense que c'est un droit sacré, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et M. Harper a fait preuve de pure hypocrisie. Parce qu'il y avait 4 ans pour régler cette question-là. Ça aurait dû être réglé depuis longtemps. Depuis Bouchard-Taylor, par exemple. Et ce que nous propose M. Harper, c'est qu'une fois dans la vie, lors de la sermentation, vous devez être à visage découvert. Tout le reste du temps, pour le vote, il est contre le vote à visage découvert. Pour les services de la fonction publique, il est contre. Et ses députés l'ont dit, ses ministres l'ont dit. Or, M. Trudeau et Mulcair sont mal à l'aise avec ces situations. Moi, je suis très à l'aise avec la décision de l'Assemblée nationale du Québec, unanime sur cette question. Le maire de Montréal, le maire de Québec, le maire de Saguenay, 93 des Québécois et des Québécoises. Il s'agit d'une question
fondamentale. Les Québécoises et les Québécois, femmes. M. Duceppe, sont préoccupés par leurs emplois, par l'avenir de leurs enfants, par les enjeux dont on n'est pas en train de parler pendant qu'on passe une session entière de ce débat à débattre de ce que 2 femmes auraient voulu faire à un moment donné dans la cérémonie de citoyenneté depuis 4 ans. La réalité, c'est que nous nous devons de se concentrer sur ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, comment nous allons bâtir une société plus juste, plus ouverte, plus respectueuse de tous. Et c'est à cet enjeu-là, et c'est pour ça que j'ai été tellement touché par l'intervention de Françoise David, qui a dit, s'il vous plaît, faisons pas un débat polarisant et polarisé à un moment où l'enjeu devrait être de remplacer cet homme-là qui n'est pas digne de premier ministre du Canada. Vous avez vu comment Mme David a voté également sur le vote à visage couvert? Elle est contre. Vous citez Mme David, je vous cite Mme David. Oui. Oui. Les Québec solidaire, la CAQ, les libéraux, les péquistes, souverainistes, fédéralistes, gauche, droite, tout le monde est d'accord. L'enjeu polarisant de la politique de division qui se joue maintenant, les gens sont à la maison en train de vouloir savoir qu'est-ce qu'on va faire pour mettre de l'argent dans leur poche, créer des emplois. Le NICAB, ça ne crée aucun emploi, Monsieur Duceppe. On a besoin de continuer à défendre les droits et de créer une société plus juste, plus ouverte. Mais le port du NICAB ne crée pas d'emploi non plus. Non, je comprends, mais le débat dans lequel on se perd maintenant... Si vous me permettez, on va aller à la période libre là-dessus, parce que ce débat sur le NICAB, et on le constate, ça se traduit par une profonde inquiétude des Canadiens face à l'immigration, aux étrangers, à la montée de l'islam. Les gens mêlent beaucoup de choses, vous savez. Est-ce que ce débat ne risque pas, 1, d'en radicaliser certains, 2, de développer de l'islamophobie, M. Harper? Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes le pays le plus accueillissant de n'importe quel pays du monde pour des immigrants. C'est la raison pour laquelle on a de l'immigration de tous les coins du pays ici et on a un système de multiculturalisme avec l'intégration. Et c'est un modèle qui est un succès. Mais de temps en temps, dans la vie publique, il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions où on peut changer certaines choses dans la vie privée. Et la cérémonie de citoyenneté est une telle occasion. Monsieur Harper, je trouve que vous avez du cran de venir ici, parler des valeurs québécoises, parler de la défense des droits des femmes. Vous avez plus d'hommes dans votre caucus qui sont anti-avortement qu'il y a de femmes qui portent le niqab au Québec. Vous avez un candidat à Winnipeg que vous défendez encore qui a comparé l'avortement à l'Holocauste et au 11 septembre. La réalité, M. Harper, c'est que les Québécois, comme moi, nous sommes majoritairement en faveur du droit à l'avortement d'une femme. Est-ce que, puisque vous parlez de valeurs personnelles, est-ce que vous allez nous dire, ici, ce soir, pour la première fois, êtes-vous pro-choix ou anti-choix? Vous parlez de position personnelle et de valeurs. Ma position depuis 10 ans, que je n'ai pas l'intention d'ouvrir ce débat. Et je n'ai l'impression de Quelle est votre position personnelle? Est-ce que vous défendez le droit des femmes? Monsieur Trudeau, vous parlez de la division. La seule division ici est la division entre les néo-démocrates et les libéraux avec le reste de la population. Franchement, presque toute l'opinion publique est en faveur d'une telle politique envers les cérémonies à visage découvert. Monsieur Harper, que vous parliez de valeurs québécoises, c'est tout à fait déconnecté de la le mariage gay, Messieurs, s'il vous plaît, un peu l'aide médicale à mourir. Là, vous êtes complètement pas dedans pour les valeurs québécoises, Monsieur Harper. Vous êtes opportuniste là-dessus. La manière que M. Harper parle, c'est comme s'il y avait des gens ici qui étaient pro-NICAB. Il n'y a personne ici qui est pro-NICAB. Mais on est tous conscients du fait qu'on vit dans une société où il faut s'en remettre à l'autorité des tribunaux. Même s'il y a une pratique qui nous met mal à l'aise, mais si un journaliste dit quelque chose qui me met mal à l'aise, je vais quand même défendre son droit de le dire. M. Harper, vous jouez un jeu dangereux que j'ai jamais vu dans ma vie. Je n'ai jamais pensé que je verrais un premier ministre du Canada jouer ce jeu-là. Vous avez un de vos candidats qui a dit que les femmes musulmanes n'ont qu'à sacrer leur camp chez elles. Vous allez signer ces papiers. Vous avez un autre candidat qui a dit le problème, c'est qu'il y a du monde brun qui prend les jobs du monde blanc. Vous allez signer ces papiers de nomination. Ça, c'est un reflet d'un mépris profond des valeurs canadiennes. Vous nommez, vous pointez du doigt les mosquées. Vous ne parlez pas des lieux de culte. Vous parlez de radicalisation dans les mosquées. Vous êtes en train d'utiliser comme cible, comme bouc émissaire,
une communauté pour faire de la politique sur leur dos. C'est indigne d'un premier ministre canadien de jouer ce jeu-là contre une minorité, M. Harper. Combien de candidats néo-démocrates ont démissionné à cause des déclarations racistes et antisémites? C'est incroyable de dire ça. C'est une simple politique qui reflète la réalité et la valeur des Canadiens d'avoir des cérémonies de citoyenneté. Un premier ministre a l'obligation de défendre les droits de tous les citoyens, même quand ce n'est pas populaire. C'est à ça que ça sert d'avoir des droits et libertés, M. Harper. Merci, pas de jouer sur le dos des minorités comme vous faites. C'est indigne d'un premier ministre. Moi, je pense qu'il faut être clair, là. Les musulmanes sont les premières victimes de l'islamisme. Il ne faut pas mélanger tout. Être très clair sur ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues de ces pays pour fuir la tyrannie dans leur pays. Il faut respecter ces femmes. Par ailleurs, il y a des règles ici. Et quand on me dit, M. Molker dit, le juge a décidé qu'il n'avait pas pris la bonne façon. Il ne s'est pas prononcé sur le port du niqab. C'est la mauvaise méthode qui a été prise par les libéraux. Et moi, dans notre société, je pense que c'est aux élus de faire les lois et aux juges de les appliquer par la suite. Et vous trois, vous refusez de faire des lois pour empêcher le vote à visage couvert, comme le réclame l'Assemblée nationale du Québec unanimement. Monsieur Duceppe, si il y a oppression d'une femme dans cette situation-là, allons sur la personne qui est en train d'être l'oppresseur. Ne vous attaquez pas à la personne opprimée. Ce n'est pas en enlevant les droits de cette femme-là, en lui privant de sa citoyenneté, que vous allez pouvoir l'aider, nom de Dieu. Monsieur Molker, prenez vos responsabilités comme l'Assemblée nationale où vous siégez l'a fait en réclamant qu'on vote à visage découvert. Monsieur Trudeau. Ça, c'est clair. Chaque année, Monsieur Bruno, il y a des familles montréalaises qui perdent leur voiture dans un nid de poule et on est encore en train de débattre de niqab. Là. On a besoin d'investissement, on a besoin de parler des vraies affaires. Mais M. Duceppe a une position tout à fait incohérente. Il dit qu'il s'oppose à des cérémonies à visage couvert, mais il dit qu'il ne va appuyer que des partis qui favorisent une telle pratique. Et franchement, notre position est claire et cohérente. Et on va examiner, récemment, on a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur les services. On va examiner ça pour déterminer les prochaines étapes. M. Kenney a dit très clairement, votre ministre, qu'il n'était pas question de faire ça. C'est de l'hypocrisie. Vous aviez déposé un projet sur ça à la veille des élections de 2011. Terminez ce débat. Vous avez changé d'avis. Terminez ce débat sur le niqab et sur... maintenant, on passe évidemment sur l'âge de la retraite. M. Trudeau, M. Mulcair, les Canadiens travaillent et vivent plus longtemps, ce qui a amené le gouvernement sortant à porter à 67 ans l'âge de la retraite, alors qu'on apprend qu'il y a maintenant plus de personnes âgées que de jeunes de moins de 14 ans. Est-ce que ce n'est pas une question réglée? M. Mulcair est du même avis que vous, M. Trudeau. Et M. Trudeau, c'est à vous que je pose la question. Pourquoi vouloir ramener la retraite à 65 ans, une mesure qui coûterait encore des milliards? M. Harper a créé une fausse crise quand il s'est basé sur une fausse crise quand il a annoncé qu'il allait augmenter l'âge de la retraite à 65 ans. La réalité, c'est que ça enlève 13 000 $ en moyenne des poches de nos aînés et c'est pas justifié. Nous allons restaurer de 67 à 65 l'âge de la retraite et nous allons bonifier de 10 % le supplément de revenu garanti pour nos aînés les plus vulnérables. On a besoin d'appuyer nos aînés, les supporter et, en plus, ne pas mettre sur les provinces 2 ans de plus pour les aînés les plus vulnérables. M. Mulcair? M. Harper n'a jamais cherché un mandat en 2011 pour faire ce qu'il a fait là. Et il a fait cette annonce-là dans les Alpes suisses, à un conventum de milliardaires. Pas aller à Val-d'Or, expliquer ça à des gens qui ont travaillé fort dans les mines toute leur vie, qui vont être obligés de travailler 2 ans de plus. Non, il est allé dire ça à Davos. Ça s'appelle manquer de courage politique. Mais c'est aussi manquer d'intégrité vis-à-vis les électeurs. Parce que quand on veut opérer un tel changement, on a l'obligation de le mettre sur la table lors d'une élection. Alors, la question que tous les Canadiens ont le droit de se poser, c'est qu'est-ce qui cache de plus cette fois-ci? Kevin Page, le directeur parlementaire du budget hautement respecté, a dit que le système à 65 ans était absolument pérenne, durable, aucun problème avec ça. Ça, c'est l'idéologie de M. Harper, juste de toujours serrer un petit peu plus les travailleurs dans notre pays.
M. Trudeau? Nous croyons, comme M. Mulcair, que c'est une erreur que M. Harper a fait. C'est une chose qui a mis beaucoup plus de misère sur nos gens d'âge d'or. La réalité, c'est qu'en plus, nous allons investir 20 milliards de dollars dans les infrastructures sociales, dont les résidences d'âge d'or. Mais tous les deux, vous prenez l'engagement de ramener à 65 ans? C'est la première chose que le gouvernement du NPD va faire. On va ramener l'âge de la retraite de 67 à 65. C'est la première chose que nous allons faire. Et ça coûte combien? Kevin Page a démontré que ça ne coûte rien. Il n'y a aucune crise à ce niveau-là. C'est quelque chose que M. Harper a repoussé. C'est un faux problème créé de toutes pièces par ça. Stephen Harper pour faire plaisir aux gens d'affaires avec qui il est en train de s'accoter dans les Alpes suisses. Merci beaucoup. On passe maintenant, M. Duceppe et M. Harper, sur un sujet de préoccupation aussi pour les gens âgés, les personnes malades ou handicapées, c'est la livraison du courrier à domicile. Une pratique en voie de disparition. Certains, dont vous, M. Duceppe, préconisent le retour intégral. Est-ce qu'il n'y a pas une mesure mitoyenne? Non, ce que j'ai dit, moi, très clairement, c'est que Post Canada doit avoir la permission des villes et des individus, parce que Post Canada peut arriver et mettre une boîte postale sur votre pelouse sans vous consulter. Ils peuvent en mettre dans des parcs sans consulter les villes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'asseoir et regarder la façon de faire? Est-ce qu'on devrait réduire à 4 jours? Discutons-en. Est-ce qu'on doit le maintenir à 5 jours? Discutons-en. Mais on ne peut pas laisser, en vertu de vieilles lois coloniales, Post Canada agir en méprisant les élus municipaux, en méprisant les individus. C'est inacceptable, d'autant plus qu'ils ont fait des profits de plusieurs millions l'année passée. Post Canada fait ses propres décisions, mais on doit voir la réalité. Aujourd'hui, Post Canada livre 1,4 milliard de lettres du moins qu'il y a une décennie. La population utilise ces services de moins en moins. Et déjà, il y a 2 tiers de la population qui n'a pas la livraison à domicile, qui a des boîtes communautaires. Ce système fonctionne très bien. Et est-ce qu'on va coûter vraiment, est-ce qu'on va dépenser des milliards de dollars des contribuables pour un système que des personnes utilisent de moins en moins? De temps en temps, on doit faire des décisions difficiles, mais la question que je vous pose, est-ce que vous trouvez ça normal que Post Canada arrive sur votre terrain et pose une boîte postale, arrive dans un parc, ne consulte pas les autorités municipales et en vertu d'une loi qui remonte à 1869, de vieux privilèges coloniaux. Je sais que vous aimez la monarchie, la reine et tout ça, là, mais vous trouvez ça normal, vous? Je comprends très bien que les syndicats s'opposent à ça. Mais c'est un système qui fonctionne. Dans deux tiers de la population. Vous évitez la question. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait normal que Post Canada se plie aux décisions des villes? Je pense que ce n'est pas normal de dépenser des milliards de dollars pour des services que des gens utilisent de moins en moins. Et ça va continuer à l'avenir. Pourriez-vous répondre à la question? Vous ne pensez pas que Post Canada devrait avoir la permission des villes avant d'intervenir sur le territoire des municipalités et la permission des individus avant d'intervenir sur leur terrain? Post Canada prend ses décisions. Post Canada répondez donc à la question. C'est leur responsabilité. Et pour les Canadiens les plus vulnérables qui attendent leur courrier, qui ont de la difficulté et qui sont toujours inquiets, on leur dit quoi, ces gens qui écoutent, là? Ben, moi, je pense que M. Harper s'en lave les mains. Hein? Il remet ça dans les mains de Post Canada. Il n'ose pas agir. C'est le premier ministre qui est prêt à agir de façon ferme dans plusieurs décisions, mais quand vient le temps de remettre en question des choses aberrantes, il ne le fait pas. On utilise et on va utiliser de plus en plus le courriel. Et évidemment, Post Canada fait des changements pour adapter à cette réalité et protéger les intérêts des contribuables. Et on va maintenir un bon service. 2 tiers de la population a ce service et ça fonctionne très bien pour eux. Il y a une population vieillissante, il y a des gens et des femmes qui sont âgés, moi, comme ma mère, là. Et puis qui aiment bien recevoir son courrier à domicile. Des gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne Internet, hein, parce que c'est une autre génération. Et ça, vous vous en moquez. Tout ce qui vous intéresse, vous, c'est de plus gros profits pour Post Canada, avec des privilèges coloniaux passant par-dessus les élus municipaux et la propriété privée. Post Canada peut faire des ajustements pour des cas individuels, mais c'est un service qui fonctionne très bien. Des boîtes communautaires sont très proches aux maisons. Vous trouvez que ça fonctionne bien? Pas demander la permission aux villes? À des maisons. Vous trouvez ça normal? C'est une décision. Voilà pour les boîtes postales, voilà. Merci. On va passer à la période libre. Et je veux qu'on revienne à l'âge de la retraite et surtout aussi la pauvreté. 54% des personnes de 65 ans et plus qui vivent sous le seuil de la pauvreté sont les femmes seules.
c'est pas avec 9 200 $ du gouvernement fédéral, si on ajoute le supplément, qu'on peut vraiment dire que c'est une retraite confortable. Avez-vous des solutions pour améliorer leur sort, M. Mulcair? Oui, le NPD a une proposition très claire pour hausser le supplément de revenu garanti. Les gens qui ont bâti notre pays ne devraient jamais vivre dans la pauvreté profonde que vous venez de décrire, M. Bruno. Ça va aider 200 000 aînés à sortir de cette pauvreté. Et plus long terme, il faut justement veiller à ce qu'on ne laisse pas cette responsabilité sur le dos des générations futures. C'est pour ça que le NPD préconise une approche stable lorsque nous faisons des budgets. On ne veut pas justement ajouter des dizaines de milliards de dettes sur nos enfants et nos petits-enfants. Vous savez quoi, monsieur Bruno? On a fait, nous, une campagne il y a quelques années et on a retrouvé 42 000 personnes dans nos comtés qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit au supplément de revenu garanti parce qu'ils l'ignoraient. Alors, ce qu'on a demandé, il faut hausser, je suis d'accord, mais il faut aussi que ça soit automatique sur le rapport d'impôt. Vous savez, il y a beaucoup de choses automatiques quand vous devez de l'argent. Hein? Le gouvernement vient et il reprend cet argent. Si c'était automatique, il y a des gens qui ne le savent pas qu'ils ont droit. Si, en vertu du revenu, mais ils n'auraient quand même que 9 200 $ par année. La réalité, c'est que nous engageons justement, on s'est engagé à rendre ça automatique, à faire de meilleurs services aux citoyens pour ça. Et M. Mulcair n'a pas donné son chiffre. Il ne dit pas de combien il va augmenter le supplément de revenu garanti parce qu'il a pas la capacité d'investir comme il faut parce qu'il a fait un choix différent d'équilibrer le budget de M. Harper. Nous donnons presque 1 000 $ de plus aux aînés seuls et vulnérables dont M. Bruno a parlé, parce que c'est à ce niveau-là qu'on va les aider concrètement. On augmente de 10 % le supplément de revenu garanti. De combien vous allez augmenter le supplément de revenu garanti? Je dois dire que nous avons 400 millions de dollars pour 200 000 aînés, M. Trudeau. C'est très clair dans notre plan. Nous avons donné les plus grandes augmentations de supplément de revenu garanti en 25 ans. Les autres partis ont voté contre. Nous avons aussi créé les comptes d'épargne libre impôt. Nous avons permis le fractionnement de revenus pour nos aînés. Nous avons gardé ça. Nous avons créé aussi pour ça un crédit d'impôt pour des aînés célibataires et veufs. On est en train de créer un crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire pour des aînés. On va continuer à faire des choses pour continuer à baisser le taux de pauvreté de nos aînés. Pourriez-vous vous engager à rendre ça automatique sur le rapport d'impôt? C'est pas compliqué, ça? Je pense que nous avons déjà fait ça avec le système de vieillesse, mais évidemment, si c'est possible, on va faire ça. Mais c'est possible, et ça fait une douzaine d'années qu'on en parle. Mais M. Duceppe, on a augmenté le supplément de revenu garanti et le Bloc a voté contre ça. Ça, c'est l'ensemble de votre budget. On est préoccupé par le vieillissement de la population. C'est pour ça que nous investissons 20 milliards de dollars dans les infrastructures sociales, dont les résidences d'âge d'or. On augmente le supplément de revenu garanti de 920 $ par année pour les plus vulnérables et on offre 3 milliards de dollars de plus pour les soins à domicile pour nos aînés, pour aider dans les soins de santé. Avec des déficits permanents, mais on peut faire ça sans des déficits. C'est comment, dans la 4e année de son budget, il va tout d'un coup couper 6,5 milliards. M. McCallum, son porte-parole, a dit dans la 4e année, everything is on the table. Tout est sur la table pour les coupures. Il va dépenser 10 milliards de trop chaque année pendant 3 ans. 4e année, obligé de couper 6,5 milliards. Vous allez couper où, M. Trudeau? J'ai été très clair. Ça, c'est pas nous autres qui avons dit ça, c'est M. McCallum qui a dit tout est sur la table pour les coupures. C'est votre porte-parole qui a dit ça. D'intégrité, d'honnêteté. Nous allons faire 3 années de déficit. Vous allez choisir d'équilibrer tout de suite le budget de M. Harper et donc vous ne pouvez pas aider les gens comme ils ont besoin. Le 19 juillet, vous avez dit qu'il y aurait des budgets équilibrés. Oui, en 2019, après, vous avez dit tout de suite après, il y aura 10 milliards de déficit par année. Merci. Maintenant, vous dites que vous allez couper 6,5 milliards. On va équilibrer. Merci, ça complète, ça va vite. Hein? Ça passe très vite. Ce soir, c'est vendredi soir. Je vois que vous êtes très en forme. Alors, il nous reste une étape à franchir encore concernant les politiques sociales et la gouvernance. Et ça concerne le Sénat. Le Sénat, des scandales à répétition, des accusations criminelles contre des sénateurs, plusieurs qui ont été nommés par vous, M. Harper. M. Harper, quelle que soit la vérité au sujet des 90 000 $ de dépenses inappropriées du sénateur Mike Duffy, cette crise n'a-t-elle pas terni votre réputation et celle de vos proches collaborateurs? Je peux dire que le moment où j'ai pris connaissance de ces informations, je l'ai rendu public
et j'ai pris des actions contre des personnes responsables. Et maintenant, M. Duffy est devant les tribunaux et les tribunaux vont prononcer sur lui. Mais la réalité est que notre position pour les réformes du Sénat maintenant, on a besoin d'un grand appui des provinces pour la réforme, pour l'abolition. Ça n'existe pas maintenant. C'est la raison pour laquelle on laisse des vacances au Sénat. Il y en a maintenant 22. Et maintenant, les dépenses au Sénat commencent à diminuer. On a diminué les dépenses au Sénat par 6 millions de dollars et ça va continuer. Vous êtes en face à face avec M. Trudeau. Dans le procès de M. Duffy, ce que les Canadiens ont appris, c'est que votre bureau et vos aides, vos attachés seniors, ont été participants dans un cover-up pour empêcher que la vérité se fasse. Et en même temps, on vous a entendu bien souvent, M. Harper, faire des promesses de ne jamais choisir de sénateur, mais la réalité, vous avez brisé cette promesse. Votre première journée en tant que premier ministre, vous avez choisi quelqu'un pour aller au Sénat, et ensuite vous avez brisé cette promesse 57 fois après. La réalité, c'est qu'on ne peut pas vous faire confiance. Vous êtes en train de continuer de contrôler le Sénat. Nous avons fait de l'action concrète en enlevant le favoritisme politique et la partisanerie du Sénat et on pousse la transparence. On va réformer cette institution pour que ça puisse fonctionner. On ne veut pas rouvrir la Constitution, mais on ne s'enlève pas de nos responsabilités. Vous avez dit qu'il n'y a pas de sénateur libéral au Sénat. On peut regarder le site web. Il y en a 20. Il y en a 29 maintenant. La réalité, monsieur, on parle ici d'une situation où les contribuables ont été renversés. Faites une comparaison avec le période libérale. Monsieur Trudeau, vous faites de la campagne avec M. Chrétien, avec M. Martin. Vous devez leur demander où sont les 40 millions de scandales des commandites. Pendant notre gouvernement, après des dizaines de rapports du vérificateur général sur les ministères, les ministres du cabinet, il n'y a pas d'argent perdu, il n'y a pas d'argent volé. Et c'est une époque tout à fait différente. Vous avez régulièrement brisé vos promesses envers les Canadiens. On ne peut pas vous faire confiance. Vous avez dit que vous ne choisirez aucun sénateur. Vous en avez mis 58 au Sénat. La réalité, c'est que vous êtes constamment en train de chercher des excuses pour ne pas agir. Mais pendant ce procès de M. Duffy, on a appris à quel point votre bureau était en train de tout contrôler, tout ce qui se passait au Sénat. On a besoin d'un Sénat indépendant et c'est ce que nous faisons. Il y a 22 sénateurs maintenant. 22 vacances maintenant au Sénat du Canada. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas une nécessité de nommer ces choses. Je comprends très bien que vous voulez continuer le Sénat non élu. Ce n'est pas ma position. Je favorise la réforme ou l'abolition, mais maintenant, il n'y a pas de consensus nécessaire aux provinces de le faire. Du leadership, Monsieur Harper, c'est de démontrer qu'on peut travailler à l'intérieur de notre système pour améliorer les choses. Vous en lavez les mains, vous ne voulez pas parler aux provinces sur rien. Mais je suis d'accord avec vous. De parler avec les provinces sur la Constitution, ce serait une erreur. De rouvrir la Constitution, ce serait une erreur. C'est la position de M. Mulcair qu'il faut rouvrir la Constitution. J'ai proposé des réformes avec ça. Merci, M. Harper. Merci, on laisse des vacances. Merci, M. Trudeau. Merci, M. Harper. On va entendre maintenant M. Duceppe et M. Mulcair là-dessus aussi. M. Mulcair, vous voulez aussi abolir le Sénat. Pour ça, il faudrait l'accord de toutes les provinces et le Québec est déjà contre, vous le savez. Êtes-vous prêt à vous lancer dans une ronde de négociations constitutionnelles? Quand j'entends M. Harper donner toutes ses excuses pour continuer avec ses amis au Sénat, j'ai une seule constatation. Il a promis qu'il allait changer Ottawa. En fait, c'est Ottawa qui a changé M. Harper. Les scandales, il y a le tiers des sénateurs qui sont sous enquête de la GRC. Les pires scandales sont tous des gens qui lui ont nommé. Et cette semaine, on a vu avec Jason McDonald que son bureau de premier ministre est devenu une porte tournante de corruption et de favoritisme. Et ça continue même pendant la campagne électorale. Les Canadiens méritent mieux. Oui, depuis sa fondation, le NPD croit que cette institution de privilèges, de non-élus, qui ont le culot de croire qu'ils peuvent faire des lois pour les autres, doit être abolie. Mais moi, je cherche cette fonction-là, M. Bruno, parce que toutes les choses faciles ont déjà été faites. Je sais que ça va être difficile. Mais on a dit que c'était très difficile aussi de changer nos commissions scolaires
à base de religion en commission scolaire linguistique, mais j'étais là, on l'a fait, et c'était un changement constitutionnel. Ça se fait. Ça, M. Molker, j'en reviens pas. C'est pas vous qui avez fait ça, vous étiez dans l'opposition, c'est Mme Marois qui a fait ça. C'est moi qui ai Mme Marois qui a fait ça, pour notre formation politique. Oui, j'étais là. D'avoir inventé Internet. J'étais là, donc, M. Duceppe. Ce que je veux dire, sur cette question du Sénat, c'est complètement aberrant. Moi, j'ai été longtemps à Ottawa. J'ai jamais rencontré le sénateur de mon district. J'ai dit aux gens de Repentigny dernièrement que Patrick Brazeau était leur sénateur. Vous voyez que ça vous donne une idée. Mais je vous dirais que la meilleure façon, moi, d'abolir le Sénat, et la monarchie aussi, hein, on n'a pas besoin de ça, c'est de dépasser, c'est archaïque, ces deux institutions. Si le Québec est un pays souverain, il n'y aurait pas de Sénat, puis il n'y aurait pas de reine, on se passerait de ça, on économiserait, on n'a pas un gouverneur général, puis 10 lieutenants-gouverneurs à travers le Canada qui servent strictement à rien. M. Mulcair? M. Duceppe et moi, on est d'accord sur l'inutilité du Sénat. C'est une institution vétuste qui ne sert à rien. Mais vous nommerez pas de nouveaux sénateurs qui seraient quand même nécessaires. C'est un engagement clair. D'ailleurs, les libéraux ont déjà essayé de faire ça à nous autres une fois, disant que telle personne qui était du NPD allait être une sénatrice du NPD. On l'a refusé. M. Bruno est obligatoire. Mais je suis d'accord avec M. Harper sur sa technique, même si, en fait, il l'a emprunté. La Constitution... Oublions ça, c'est impossible de l'amender. Le Québec s'y oppose. Impossible n'est pas français, M. Duceppe. C'est très clair. Cette Constitution-là, c'est bloqué à double tour. La dernière fois que c'était consulté, c'était sur Charlottetown. Et il y a 57 des Canadiens qui ont dit c'est trop pour le Québec. 57 des Québécois, ils ont dit c'est pas assez pour le Québec. Or, finissons-en, là, ça mène nulle part que ces discussions. M. Trudeau ne veut pas les ouvrir parce qu'il sait bien ce que ça provoquerait. On va nulle part avec ça. Et j'aimerais entendre les trois sur la monarchie également. Duceppe. Impossible n'est pas français. C'est le travail que j'ai déjà commencé m'a confirmé que comme les 7 provinces qui se sont déjà débarrassées de leur Sénat, parce qu'il y avait 7 provinces qui avaient des Sénats, personne n'est en train de lamenter ça. Ça s'est fait sans heurte. Et je suis d'accord avec vous, il faut se débarrasser du Sénat. On y va pour la période libre maintenant. Et M. Duceppe, notre sondage léger aujourd'hui donne 24 des intentions de vote à votre parti qui défend l'option souverainiste. C'est à peu près votre résultat de 2011. Selon vous, M. Harper, je vais aller à vous d'abord, a-t-il raison? Non, je vais à vous parce que je veux vous entendre là-dessus. M. Harper a déjà dit que l'option souverainiste, et je le cite, est passée date. Moi, ce qui est passé date, je pense, c'est ce premier ministre. Parce que si le Québec est un pays souverain, ça fait longtemps qu'il ne serait plus le premier ministre. On aurait nos propres institutions et on n'aura pas à subir tous les dégâts qui sont imposés à l'ensemble du Canada et particulièrement au Québec. Ça me semble très clair. Et la souveraineté, si c'est si important pour le Canada, si important pour les États-Unis, si important pour les Catalans, si important pour les Écossais, pourquoi ça serait passé date pour les Québécois? La réalité, c'est que les Québécois savent qu'on a besoin d'adresser les grands enjeux, que ce soit l'argent dans leur poche, que ce soit les investissements en infrastructure. C'est de ça qu'on veut parler. Monsieur Duceppe continue de vouloir parler de la souveraineté. La réalité, c'est que les Québécois, qu'ils soient souverains ou non, sont inquiets pour leur sort économique et ont besoin d'un premier ministre qui va investir dans notre avenir. Et c'est de ça dont on parle dans cette élection. Nous sommes dans une économie mondiale très fragile. C'est nécessaire d'avoir l'économie comme notre priorité et ce n'est pas nécessaire de mettre notre économie à risque avec des politiques de déficit permanent et d'hausse de taxes et d'impôts. Moi, je pense que ça, c'est le vrai enjeu de cette élection. Pour notre bilan sur l'éthique, je peux dire que nous avons établi des règles strictes. Quand il y a des difficultés, des gens sont tenus responsables. Je fais le contraste avec M. Mulcair. Il y a maintenant 68 députés néo-démocrates qui sont devant les tribunaux pour avoir pris près de 3 millions de dollars des fonds de la Chambre des communes pour l'organisation politique. C'est franchement la mentalité du scandale du commandite d'utiliser des fonds publics pour des organisations partisanes. Il y a une chose qui m'intrigue à chaque fois que M. Harper le dit. Il parle des gens qui sont responsables. Qui est la personne responsable du bureau du premier ministre? C'est le premier ministre. Quand on fait des chèques de 90 000 $ dans votre bureau et que tout le monde est au courant et vous faites semblant de ne pas l'être, il n'y a plus personne qui vous croit, M. Harper. Quand vous vous organisez avec des gens comme Mike Duffy pour qu'ils viennent faire du financement pour vous et qu'après vous essayez de cacher ça du public, il n'y a plus personne qui vous croit, M. Harper. Sur un ensemble de dossiers, c'est scandale après scandale. Devant les tribunaux, en ce moment, Bruce Carson
On a appris cette semaine pour Jason McDonald, c'est une plaque tournante de corruption et de favoritisme, votre bureau du premier ministre. Vous avez promis de changer les choses à Ottawa. Ottawa vous a changé. Puis pour ce qui est de nous, M. Harper, à chaque fois que vous avez fait une de ces fausses accusations et que ça a été analysé, par exemple, par Élections Canada, ça a été rejeté. Vous utilisez votre majorité pour essayer de nous nuire. Pas de problème. Moi, je sais une chose. Le 19 octobre, les Canadiens vont se choisir un nouveau gouvernement, un gouvernement NPD. Responsable. Rembourser les fonds des contribuables, M. Mulcair. On a besoin d'un gouvernement qui est prêt à écouter les gens, à investir dans leur avenir, à bâtir une société plus généreuse, plus épanouie. Et ça passe par le courage de dire c'est un moment pour investir maintenant. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que M. Mulcair et M. Harper refusent de faire. Moi, je suis fier de dire que oui, nous allons faire des déficits pour pouvoir investir. Eux, ils proposent l'austérité. On est capable d'investir sans avoir un déficit. Ce n'est pas le signe d'investissement d'avoir un déficit. Mais M. Mulcair a raison. Dans la plateforme du Parti libéral, il y a des coupures indéfinies. Et ça, c'est le résultat des déficits permanents proposés par le Parti libéral au passé. Le directeur parlementaire du budget et le Fonds monétaire international ont dit très clairement que la pire politique en période de crise, voire de récession, c'est l'austérité. Effectivement. C'est l'austérité. Or, justement, en 2008, on avait proposé un plan d'infrastructure. Il y a eu une coalition entre le NPD et les libéraux qui ont repris notre plan. Et quand M. Harper est revenu au pouvoir, il a repris le plan que le Bloc avait c'est déjà proposé. terminé, 21h52. Le temps passe très vite. Je sais que vous aviez encore beaucoup de sujets que vous aimeriez aborder. Mais avant de clore la soirée, quand même, je veux vous laisser à chacun 1 minute et demie pour convaincre les électeurs de dire pourquoi ils devraient voter pour vous. Et ça a été tiré au sort, ça aussi, cet ordre de droit de parole. D'abord, M. Harper. Merci, M. Bournon. Chers amis, la situation de l'économie mondiale et de la sécurité mondiale demeure très inquiétante. Ce n'est pas le temps de prendre un risque avec notre économie, ni avec notre sécurité. Le choix est clair. Qui est prêt à bâtir un pays sécuritaire et qui peut protéger notre économie? Nous avons un plan de réduction de taxes et d'impôts, de dépenses abordables et efficaces et d'un budget équilibré. Il assure des emplois stables et de la croissance économique. Il offre un bon avenir à nos enfants et une bonne retraite confortable pour nos aînés. Nous souhaitons également que les nouveaux citoyens prêtent serment à visage découvert. Si on ne peut pas protéger nos valeurs au moment solennel du serment de citoyenneté, on ne le ferait jamais. Pour y arriver, j'ai besoin d'avoir plus de Québécois dans mon équipe. Je veux que le Québec reprenne sa place à Ottawa avec toute sa force et toute sa fierté. Le 19 octobre, votons pour protéger notre économie, pour protéger notre sécurité, pour protéger nos valeurs. Votons conservateurs. Merci, M. Harper. M. Mulcair. Ce soir, j'ai parlé de vous, de votre famille, de vos préoccupations, de notre avenir. Pendant les 10 années de noirceur de Stephen Harper, le Canada n'a cessé de reculer au niveau social, économique et environnemental et dans nos relations avec le reste du monde. Âge de la retraite à 67 ans, nous allons le ramener immédiatement à 65. Des dizaines de milliards de dollars de réduction d'impôts pour les grandes compagnies, les banques et les grandes pétrolières, nous allons les forcer à payer leur juste part. Le seul pays au monde à s'être retiré du protocole de Kyoto, je vous représenterai à Paris au mois de décembre pour commencer le travail avec le monde et cesser de travailler contre la planète. Je suis le seul chef ici ce soir à vous dire que je vais mettre fin à notre mission de combat en Irak et en Syrie. M. Harper coupe tout, du service de courrier à domicile au transfert en santé. Les bons emplois sont devenus rares, les familles en arrachent. J'ai l'expérience pour remplacer M. Harper et un projet de société pour réparer ces dégâts. Depuis 150 ans, on se fait dire, on nous ferait croire que lorsqu'on est tanné d'un des vieux partis, on a d'autres choix que de retourner à l'autre. Cette fois-ci, il y a de l'espoir. Cette fois-ci, on peut changer pour de bon. Donnons-nous un gouvernement qui nous ressemble et qui nous rassemble en votant NPD. Merci. M. Mulcair. M. Doucet.
La vraie question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui est le mieux placé pour nous représenter à Ottawa. Il y a seulement un parti qui défend réellement nos intérêts et nos valeurs. La pleine égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale. Sur la question du niqab, par exemple, seul le Bloc québécois veut l'interdire au moment de voter ou de donner et recevoir des services publics. Nous sommes d'accord là-dessus et notre Assemblée nationale est unanime. Peu importe le parti au pouvoir, c'est le Bloc qui nous permet de faire des gains, d'aller chercher notre juste part, de défendre nos pêcheurs, nos travailleurs de la forêt, nos agriculteurs, aller chercher notre argent pour la santé, pour nos familles, promouvoir l'égalité homme-femme, barrer la route à Énergie Est, établir des relations de nation en nation avec les Autochtones, défendre nos droits, notre langue, notre culture, nos façons de faire, surveiller l'utilisation qui est faite de nos impôts à Ottawa. Et comme on le sait, le prochain gouvernement sera probablement minoritaire. Le Québec peut en profiter. En votant pour le Bloc, on peut donner la balance du pouvoir au Québec. Vous pouvez compter sur notre équipe. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je compte sur vous. Bonne soirée. Merci, M. Duceppe. M. Trudeau. C'est assez. C'est assez 10 ans d'un gouvernement qui n'écoute pas, qui ne comprend ni les Québécois ni les autres Canadiens. C'est assez un gouvernement avec une vision étroite pour ce que ce pays peut être et doit être. C'est assez un premier ministre qui mise toujours sur la peur et la division plutôt que de rassembler et de rassurer. C'est assez. On est mieux que ça. Nous, les Québécois, nous, les Canadiens, on a toujours su rêver grand. On a toujours été prêts à investir dans notre avenir, à bâtir ensemble. Il est temps qu'on s'y mette. Il est temps que le Canada redevienne le pays de nos ambitions. Mais pour y arriver, nous, les Québécois, nous devons reprendre notre place au sein du Canada. Ensemble, nous devons nous réengager. Et avec nos compatriotes de tous les coins du pays, se créer un Canada à notre image. Et pour remplacer un premier ministre, il faut choisir un premier ministre. Et dans 2 semaines, nous allons pouvoir choisir un meilleur avenir ensemble. J'ai confiance. Je compte sur vous. M. Trudeau, merci beaucoup. Ça termine ce face-à-face. On doit remercier nos 4 chefs qui ont passé leur vente.